Bonsoir et bienvenue dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous avons besoin de vos témoignages pour discuter ensemble et avancer sur différents dossiers, que ce soit la télépathie, que ce soit la voyance, que ce soit les sorties hors du corps, les expériences de mort imminente. Bien entendu, le standard est à votre disposition dès à présent avec Morad qui est prêt à recueillir, réceptionner vos appels et à vous passer à l'antenne. Vous pouvez composer dès à présent le 0826 300 300, 0826 300 300. Vous pouvez également me contacter directement par le biais du SMS avec votre portable. Vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre question. Je serai accompagné évidemment de spécialistes comme chaque samedi ou dimanche soir. Donc vous tapez votre question. Si vous voulez intervenir sur l'antenne, vous m'envoyez directement par SMS le numéro de téléphone auquel vous voulez que l'on vous rappelle et vous interviendrez sans aucun souci. Vous envoyez donc le tout pour les SMS au 71 200. Je suis entouré comme chaque soir consacré à vos témoignages par Renaud Évrard qui est un aventurier de l'étrange également. Maintenant, Renaud, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Et vous ? Eh ben écoutez, parfait. Toujours ravi de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Il faudra que vous songiez un jour quand même à venir nous rendre visite dans notre Grand Sud, hein ? Ça fait loin, mais oui, pourquoi pas. Bon, très bien, je compte sur vous. En tout cas, Renaud Évrard est en notre compagnie pour, comme chaque soir consacré au témoignage, peut-être vous donner des éléments de réflexion, vous aider à comprendre ce que vous avez vécu, ce qui vous est arrivé, et surtout à bien vous dire que si vous est arrivé quelque chose qui est de l'ordre du paranormal, vous n'êtes pas anormal, vous n'êtes pas fou, c'est tout simplement quelque chose que la science ne réussit pas encore à comprendre, mais on espère que cela ne saurait tarder. Également à mes côtés, Pierre Massias. Bonsoir Pierre. Bonsoir Louis. Pierre donc qui m'aide à construire ces émissions, vous le savez, et qui est également le webmaster de psyland.org, le site internet incontournable si l'on s'intéresse au monde du paranormal, psyland, PSILAND.org. C'est ça, j'ai pas dit de bêtises Pierre. Hein. C'est ça Louis. Voilà. Bonsoir Renaud. Et alors, juste avant de parler des témoignages et de discuter avec vous au 0826 300 300. Un petit mot quand même, Pierre, sur l'émission d'hier que j'ai trouvé vraiment exceptionnelle. Stéphane Alix, puisqu'on a eu le plaisir de discuter avant l'émission, pendant évidemment bien entendu et après, est un être humain extraordinaire quand même. Hein. On a fait une belle rencontre hier soir. Oui, une très belle rencontre qu'on poursuivra sans doute dans le futur. Oui, vraiment. C'est quelqu'un qui s'intéresse au-delà. Sa démarche est très intéressante parce que il se pose la question du vrai faux. Ça existe, ça n'existe pas, mais ça n'a pas été l'objet de son livre. Et il a fait vraiment une investigation en essayant de rester objectif, de prendre les éléments sérieux à gauche et à droite, et essayer de compiler tout ça, d'en faire ressortir quelque chose de cohérent. Ouais. On peut s'attendre aussi à ce qu'il fasse l'équivalent dans le futur. Oui. Il nous en a parlé. On ne va pas dévoiler Si, peut-être on peut le dire, puisqu'il en a parlé un petit peu à l'antenne. C'est concernant la survie de la conscience, en fait, la vie après la vie, pour résumer, quoi. Hein. On pourra dire que manifestement Stéphane Alix semble s'intéresser à ce sujet. Oui, tout à fait. Je rappelle en tous les cas le titre de son livre que vous avez compris, tous les aventuriers de l'étrange, nous vous recommandons. C'est Extraterrestre, l'enquête, c'est aux éditions Albin Michel. Livre absolument incontournable si vous vous intéressez au dossier OVNI et au dossier concernant les enlèvements par les OVNI. Oui, Pierre. Oui, alors un auditeur avait posé une question hier soir à propos des témoignages d'astronautes. Oui, exact. Stéphane Alix avait eu simplement des échos. Oui. De mon côté, j'ai pensé à un site de quelqu'un que je connais, qui développe les sujets de l'ordre de l'étrange aussi, à sa manière. Et c'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie beaucoup. Même si parfois je suis pas tout à fait d'accord avec ses positions, c'est très bien aussi. Ouais. Et donc c'est Marc Angie qui a un site en www.ldi5, LDI 5, le chiffre 5, LDI chiffre 5.com,
D'accord. Sur lequel il donne des témoignages d'astronautes et de pilotes, et d'astronautes et de cosmonautes d'ailleurs. Qui dans l'espace ont vu des ovnis ou ont aperçu des choses. Tout à fait. Pour certains, comme Stéphane Alix le disait, peu. Il y en a 3. J'en ai relevé 3 astronautes sur son site. D'autres témoignent en disant qu'ils croient au phénomène. Ils ont de bonnes raisons de croire au phénomène. Bon, ils expliquent un petit peu pourquoi. D'accord. Nous allons donc tout de suite passer au premier appel, le premier témoignage au 0826 300 300, 0826 300 300 si vous pensez avoir vécu quelque chose de l'ordre du paranormal ou nous apportez votre réflexion, votre commentaire, n'hésitez pas, Morad est au standard, il attend vos appels, ou alors par SMS, vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire, votre question, votre témoignage avec votre numéro de téléphone et vous envoyez le tout au 71 200. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Notre premier appel, il s'agit de Guy, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où, Guy? Alors, j'appelle de Roquefort, à côté d'Agen. Très bien. Alors Guy, vous nous appelez pas pour nous raconter quelque chose que vous auriez vécu qui tient de l'ordre du paranormal, quoique, on ne sait jamais, ça vous est peut-être arrivé dans votre carrière. Je vous poserai 2-3 questions dans ce sens-là, puisque vous êtes prestidigitateur, magicien donc de music hall, artiste, hein. Voilà. Et lorsque vous montez sur scène, vous le savez, les gens le savent également, vous accomplissez des tours de magie, mais tout le monde sait qu'il y a un truc, il y a une technique très élaborée souvent derrière, mais il y a un truc, voilà. Et alors, je crois que vous vouliez intervenir dans cette émission, suite sans doute au témoignage. D'ailleurs, on va y consacrer une émission très bientôt dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, au témoignage d'un auditeur qui s'est fait escroquer par une voyante. Donc vous nous avez appelé en disant attention, c'est une technique qui existe. C'est ça ce dont vous vouliez nous parler. Voilà, tout à fait. Disons que dans ma profession, je reste quand même assez tolérant. Je veux bien croire qu'il existe quelque part des personnes qui ont réellement un talent, un pouvoir, un talent en ESP. Mais maintenant, le problème, c'est que dans ce qu'on appelle la voyance entre guillemets, j'ai rencontré tellement de personnes qui en fait, et mon combat est là, ils se servent de techniques qu'on utilise nous en prestidigitation. C'est une technique qui s'appelle le cold reading. Le cold reading. Ça veut dire en fait en français la lecture froide. Voilà, c'est ça, d'accord, c'est ce que j'allais vous demander, d'accord. Voilà, donc ce sont des techniques qui nous permettent de faire croire que effectivement on possède ce don de pouvoir lire le passé, le présent et le futur. Alors attendez, sans vouloir, parce que je sais que vous êtes prestidigitateur, donc vous tenez vos secrets, évidemment. Tout à fait. Mais c'est une technique qui est difficile, longue à apprendre. Dites-nous ce que vous pouvez nous en dire sans rien dévoiler, j'imagine. Voilà, donc en fait c'est une technique qui regroupe beaucoup de choses. Je vais les expliquer rapidement. Et après, par contre, il faut beaucoup de pratique. C'est-à-dire qu'au quotidien, il faut le pratiquer. Et avec le temps, on affine vraiment sa technique. Et le piège justement de la technique du cold reading, c'est que des gens qui utilisent ça, au bout d'un moment, on arrive à se faire, à développer son sens de l'intuition. C'est-à-dire que les gens en oublient la technique et en arrivent à être persuadés eux-mêmes qu'ils sont capables de voyance alors qu'ils ont tellement bien acquis la technique que ça se fait naturellement. C'est ça que vous êtes en train de dire? Voilà, c'est complètement ça. Donc ça, c'est le problème de cette technique, c'est qu'au bout d'un moment, quand on a dépassé la technique, on n'y pense même plus. Quand on rencontre quelqu'un ou qu'on a quelqu'un par téléphone, on va de suite y dire des choses qu'on va ressentir et on va être persuadé soi-même qu'on a de vrais dons, quoi. Donc le problème, c'est que voilà, il y a plein de personnes qui consultent des voyants par téléphone et voilà, c'est quelque chose qui ne me plaît pas dans le sens. Alors vous avez raison, c'est de l'arnaque, quoi. Voilà, c'est utiliser la souffrance des gens pour se faire de l'argent. Oui, tout à fait, vous avez raison. À un autre niveau, quand on peut voir aussi qu'il y a des dirigeants de pays qui remettent leurs décisions entre les mains
pareil de voyant, je trouve ça un peu désolant également. Oui, c'est très humain finalement. Ouais. Voilà, pour moi, un bon voyant, c'est un très fin psychologue et qui est là plus pour donner des conseils que pour dire, voilà, je fais de la voyance, je vois le futur et voilà, tout m'est acquis. Oui. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord, mais ça c'est pas grave, sur la définition du bon voyant, je dirais, puisque j'en ai rencontré quelques-unes et quelques-uns qui ont réellement la capacité de produire ce phénomène, que les scientifiques étudient de manière minutieuse, de manière attentive, mais ce que j'aimerais développer un petit peu plus avec vous, c'est comment. Enfin, je sais que les magiciens soit créent des tours, peuvent les revendre après, parce que c'est votre métier, votre artisanat et votre art consiste en cela. On peut acheter ce secret que vous appelez le cold reading. Tout à fait. Donc, il existe très peu de livres en français à ma connaissance. Il y en a qu'un. Donc on le trouve que dans des magasins spécialisés, des magasins de magie, de vente d'accessoires de magie. Un livre qui s'appelle Ex Nihilo. Et qui se vend même, j'allais dire, à des profanes, à des non-magiciens ? En principe non, enfin je sais pas. En principe non. Je tiens moi-même un magasin de magie. C'est vrai qu'il y a du matériel qu'on ne va pas vendre à un profane. Mais en même temps, quand on a quelqu'un qui va au magasin qui fait de la précipitation, on peut pas vraiment savoir s'il en fait sa profession ou pas. Donc s'il veut acheter un livre, on va y vendre un livre. Oui. Donc voilà, ce genre de livre vous apprend vraiment tout le fondement du cold reading. Donc je le résume, c'est très simple. C'est qu'on va se servir donc cold reading qui veut dire lecture à froid. Dire que quand on a une personne face à nous, on va analyser complètement son aspect physique, son comportement, sa démarche, ses bijoux, sa façon de se coiffer. On va observer tous ces moindres signes. Et tous ces moindres signes donnent déjà un ensemble sur la personnalité de la personne. Mais ça reste quand même assez précis dans l'ensemble. Je veux dire, vous réussissez à quand quelqu'un le possède bien, à faire mouche à chaque fois. Oui, on va dire au moins à 95% des cas. Oui, ce qui est énorme déjà. Ce qui est énorme. Et donc, et plus on s'entraîne, et plus forcément on a l'œil averti. Et donc on arrive beaucoup plus facilement à déceler tous ces petits points. On le voit très bien. En ce moment, c'est la grande mode du poker, le hold'em. Et dans le poker, on le voit. C'est les personnes jouent au poker, mais en fait, ils ne regardent pas leurs cartes. Ils regardent surtout le comportement de la personne qu'ils ont en face pour déceler le moindre signe de faiblesse. Oui. Et comprendre un petit peu s'il bluffe ou pas, quoi. En fait, voilà. C'est ça, quoi. Tout à fait. Oui. Donc après, une fois qu'on a fait un rapide tour de la personne, donc c'est une technique qui s'appelle le profil en 30 secondes. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, on doit être capable de déterminer beaucoup de choses. La morphopsychologie de l'individu, quoi. C'est en gros, c'est son caractère dans les grandes lignes. Voilà, son caractère, mais surtout sa situation familiale, son âge. Des fois, on peut arriver sa profession. Si la personne est dans le besoin ou si elle a des moyens, si elle a des problèmes de santé. Donc, ce qui nous permet après il faut bien savoir qu'une personne qui va faire appel à un voyant ou une voyante, c'est qu'en général, il a un problème. Exact. Il y a une faille. Oui, tout à fait. Quelqu'un qui va bien, il ne consulte pas un voyant. Oui, ça je suis tout à fait d'accord. Voilà. Et ce problème concerne dans 90% des cas l'amour, l'argent ou la profession, quoi. Enfin, voilà, et la santé. Oui, tout à fait. Voilà. Exact. Donc, quand vous avez une personne qui vient face à vous pour vous demander des réponses, forcément, ça tourne autour d'un des quatre sujets. Donc maintenant, vous, par rapport à l'identification de la personne, vous arrivez à peu près à cerner le problème. Et en plus, il y a ce qu'on appelle des phrases neutres. Donc c'est une technique qui permet de donner des phrases à la personne. Mais des phrases que la personne prend
personnellement pour elle, mais qui en fait sont générales et qui s'adaptent à tout le monde. Tout le monde peut se retrouver dans les phrases qu'on va dire. D'accord. Donc la personne prend confiance en le voyant. Le voyant, à peine il va voir la personne, il va y dire 2-3 trucs qui sont totalement vrais qu'elle pourra pas nier. Donc à partir de là, elle va prendre confiance. Et après, dans la suite, tout ce qu'on va lui dire, parce que il y a une chose qui est très forte, c'est que même quand on se trompe, à aucun moment on dit qu'on se trompe. On dit simplement que c'est la personne qui ne se rappelle pas. Oui. Belle technique, ça aussi, oui. D'accord. Et souvent, la personne persuadée que c'est elle qui se rappelle pas, donc elle va chercher dans ses plus grands souvenirs, et même si au pire elle trouve pas, elle va s'inventer l'histoire. Et voilà, c'est tout un enchaînement. Donc c'est une technique, on appelle ça aller à la pêche. On lance une info pour voir s'il y a quelque chose qui revient en retour. S'il y a quelque chose qui revient en retour, on continue dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Et après, il n'y a plus qu'à dérouler, quoi, si j'ose dire. Voilà. Oui, tout à fait. Est-ce que vous-même, vous avez essayé de le pratiquer pour voir ce que ça donne? Alors, je l'ai pratiqué. J'en ai même rigolé parce que j'étais en train de faire une animation de magie, donc dans un magasin. Et à un moment, je fais du jonglage avec une boule qui ressemble aux boules de voyant. Et on appelle ça du contact. En fait, la boule, on la fait rouler sur les parties du corps sans qu'elle quitte le corps. D'accord, Et donc, pendant ma représentation, à 2-3 mètres de moi, j'avais un monsieur qui était accoudé sur son caddie et qui attendait son épouse, qui était partie prendre 2-3 choses dans le magasin. Donc, il me regardait. Et quand j'ai fini, je me détends, je me mets à côté de lui. Et d'un coup, il me dit, vous pouvez dire l'avenir? Parce que ça, c'est systématique. Ah bon? Ça, c'est ce qu'on appelle des points d'ancrage. C'est les gens, dès qu'ils vous voient avec un jeu de cartes à la main, ou avec une boule en cristal, vous êtes voyant. Voilà, donc ça, c'est comme ça. Donc, je me suis pas démonté, je l'ai regardé, je dis, oui. Je voulais savoir quelque chose. Alors, il me dit, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je dis, là, comme ça, vite fait, ça va être très dur. Donc, je regarde dans la boule, je fais un peu du cinéma, du spectacle. Bien sûr, Et je lui dis, je vois quelqu'un autour de vous, quelqu'un de très proche, avec un prénom qui commence par M. Donc, il me dit, ah non, pas du tout. Ah, je dis, écoutez, moi, je vous dis que je le vois. Cherchez bien, vous allez trouver. Et puis, voilà, je ne lui parle plus, je le laisse avec cette réflexion, donc il s'est mis à chercher. Vous le laissez mariner, quoi, en quelque sorte. Voilà, il faisait son idée tout seul. Ouais. Et au bout de quelques secondes, il me dit, ah oui, il dit, effectivement, j'ai une toute petite nièce éloignée, mais ça fait au moins 1 an que je l'ai pas revue, et elle s'appelle Marion. Et j'ai dit, voilà, cette personne, vous allez avoir des nouvelles bientôt. Et voilà. Et en fait, l'histoire s'est terminée comme ça. Sa femme est arrivée à ce moment-là et lui a dit. Mais il est parti perplexe parce qu'il se disait, mince, comment il a pu savoir ça? Et donc, il vous a quitté en étant persuadé que vous saviez dire l'avenir. Voilà. Ou que vous aviez des pouvoirs, quoi, en tout cas. Disons, là où ça va très loin, c'est que la personne, elle va partir avec ça en tête. Donc, il y a 2 solutions. Où j'ai une chance énorme. Et dans les semaines à venir, effectivement, comme ça fait 1 an qu'il n'a pas eu de nouvelles, il y a de fortes chances qu'il n'en ait bientôt. Donc, dans le cas où il en a, il va dire c'est dingue, il l'avait vu. Exact. Et dans le cas où il n'en a pas, ça va tellement le travailler que j'ai parlé de ça, que lui-même va prendre son téléphone et appeler pour voir s'il n'y a pas un problème. Et donc, ça va découler de source, qu'il va avoir des nouvelles. Et dans tous les cas, je sortirai vainqueur de ma soi-disant prédiction. Ah, c'est très pervers, comme système, finalement. Et c'est très vicieux. À savoir que c'est les personnes qui se disent voyants et qui sont des escrocs, ils se tiennent au courant de toutes les informations que l'on peut trouver dans la presse quotidienne. Et le pire, c'est sur Internet. Il y a une technique infaillible, c'est vous tapez sur les moteurs de recherche, admettons, le prénom qui était le plus à la mode il y a 30 ans. Or, on va prendre un prénom au hasard, on va dire, admettons, Stéphanie. Par exemple, Voilà. Donc, vous, quand vous avez votre résultat, vous prenez les 3 premiers prénoms les plus courants d'il y a 30 ans.
Quand vous avez affaire à une personne devant vous qui va avoir entre 30 et 40 ans, vous avez au moins 90% de chances qu'elle est dans son entourage, qu'elle connaisse dans son entourage une Stéphanie. Eh oui, évidemment. Donc voilà, ça c'est aller à la pêche des informations. Ouais. Donc vous lui dites, tiens, dans ton entourage, je vois la lettre S, quelqu'un que tu connais de très proche, avec un prénom qui commence par S. Et les 3/4 du temps, la personne, ou elle trouve de suite. Ouais. Donc si elle trouve de suite, vous savez que c'est une amie très proche, ou quelqu'un de sa famille. Donc là, on continue sur l'explication. Bien sûr. Et si jamais elle trouve pas, on lui dit de bien chercher. Et elle va chercher, elle va trouver. De toute façon, elle va trouver ou dans son travail, ou la voisine qu'elle a jamais vue, mais elle sait qu'elle s'appelle Stéphanie. Elle va toujours trouver une relation. C'est ça la puissance de ces techniques. Eh oui, tout à fait. Là, je me tourne vers mes deux invités, Renaud Évrard et Pierre Massias. Renaud, d'abord, c'est vrai que c'est très pervers comme technique finalement, et on peut avoir comme ça, en ayant un petit peu de psychologie et pas mal de techniques, un pseudo talent de voyance. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ces astuces qui rendent justement la voyance comme une activité vraiment très difficile à percevoir dans sa réalité. Et beaucoup de personnes, donc je remercie Guy pour son témoignage, parce que il y a beaucoup d'éléments qu'il a apportés sur la lecture froide, sur la lecture chaude, c'est-à-dire vraiment la triche en essayant d'obtenir des informations via Internet ou via des chercheurs, des enquêteurs, des détectives qui obtiennent des informations sur la personne pour ensuite les ressortir dans la consultation de voyance sous une forme pseudo-prémonitoire, pseudo-clairvoyante. Et donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça. C'est vrai qu'il serait important que la population en général soit informée de ça pour que la consultation de voyance ne soit pas justement ouverte à tous les abus, quoi. Ouais. Guy, je me retourne vers vous avant de passer la parole à Hervé qui nous appelle de l'ESAT sur l'Aise et qui veut apporter également un complément d'information sur ce que vous venez de dire. Il n'y a pas franchement de limite là en plus avec ce genre de technique. C'est-à-dire vous pouvez aller très très loin et en plus une fois que la personne est en confiance, elle peut se livrer encore plus. Elle peut se livrer encore plus et c'est comme ça qu'après on arrive à des abus avec le retour de l'être aimé en 48 heures. Et compagnie, quoi. Il y a des gens qui dépensent des fortunes et qui endettent même leur couple, leur foyer. Bien sûr. Il y en a qui passent leur vie dedans. Et c'est ça que je réprimande. Et j'ai juste une anecdote, c'est que il y a quelques années, puisque je suis originaire de la Côte d'Azur, tous les soirs j'allais manger dans une pizzeria et il y avait un des serveurs avec qui on avait bien sympathisé, donc je faisais des tours de magie. Et puis lui, il aimait ça. Et peut-être au bout de 6 mois, hop, donc il est licencié, il s'en va. Donc plus de nouvelles de ce jeune homme. Et je l'ai retrouvé par hasard, peut-être 1 an après. Et j'y demande comment ça se passe, s'il va bien, Et il me dit oui, impeccable, et je gagne une fortune. Super. J'ai dit écoute, tant mieux. C'est un secret, tu me le dis. Il me dit non, c'est tout bête. Il y avait une annonce dans le journal comme quoi on cherchait des prospecteurs, c'est ça, les personnes qui démarchent au téléphone. Ouais. Il me dit j'y étais et en fait c'est un monsieur qui avait un petit bureau avec un poste téléphonique et en fait j'avais tout ce qui concerne le call reading, toutes les phrases, tout ça devant moi et quand les gens appelaient, donc numéro de carte bleue. Et puis, par rapport à ce qu'il me disait, c'est encore plus facile au téléphone, parce que la personne, c'est elle qui vous demande. Vous l'avez pas en face. Donc, elle vous demande, et vous n'avez plus qu'à tourner les pages de votre livre, et aller chercher la réponse appropriée. Gentiment, et prélever ce qu'il fallait sur la carte bleue, quoi. Et après, je sais plus le tarif, mais je crois que ça tournait à l'époque à 300 francs le quart d'heure, ou c'était dans ces eaux-là, quoi. Oui. Et j'ai dit, mais depuis quand tu es voyant? Il me dit, mais je n'ai jamais été voyant. Il me dit, moi, je réponds simplement aux questions qu'on me donne. Et il m'a avoué lui-même, il m'a dit, mais écoute, c'est très simple, les 3/4 de notre clientèle, ce sont des personnes seules, d'un certain âge, et en fait, ils ont besoin de parler. Et tous les jours, il y en a qui nous appellent tous les jours.
Seulement, on discute, on passe 1 heure ensemble. Je dis, bah oui, 1 heure à 300 francs le quart d'heure, ça commence à... Ouais. Et voilà, il m'a dit, mais ça marche tellement bien qu'en l'espace d'1 an, on était 2 au téléphone, on s'est retrouvé une dizaine. Mm-hmm. Et il a dit, et moi maintenant, j'ai quitté mon patron et je vais moi-même monter mon cabinet comme ça. Eh ben tiens, bah oui, bien sûr. Mais ça rapporte tellement. Eh oui, empêche-le. Et vous prenez les journaux, vous envoyez des pages et des pages et des pages. Ah oui, tout à fait, complètement. Ça, je suis. On les voyance en direct, par téléphone, et puis ci, et puis ça, et c'est incroyable. Oui. Je passe la parole à Pierre Massias, qui a les quelques rares cheveux comme moi qui lui restent sur la tête, qui se hérissent. Pierre, oui, c'est vrai que ce genre d'annonce et de pseudo-voyance par Internet est proprement scandaleuse. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'espère qu'on y reviendra assez fort dans une prochaine émission. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Guy tout à l'heure, en disant que c'était surtout des gens en difficulté, enfin c'était toujours plutôt des gens en difficulté qui allaient voir les voyants. Souvent quand même, dans la majorité des cas. On va dire dans la majorité des cas, mais il y a quand même pas mal de monde qui va voir un voyant, simplement pour l'entretien, je dirais un petit peu comme on va voir, pardon de la comparaison, son médecin, pour un bilan général. Ou pour discuter avec son médecin pour voir si on n'a pas une tension qui va un petit peu trop forte. Il y a des gens tout à fait simples qui vont voir le voyant du coin, le voyant qu'ils connaissent depuis longtemps et qui simplement parlent avec eux. Alors effectivement, il y a un besoin de discuter avec quelqu'un, mais c'est pas forcément des problèmes, voire des problèmes graves. Donc tout le monde est susceptible, vraiment tout le monde est susceptible d'aller voir un voyant, à la limite n'importe quand pour... Il y a d'autres choses. Renaud, par exemple, a évoqué la lecture chaude. Alors, c'est quoi ça par rapport au cold reading, qui est la lecture froide? Alors, oui, si on a le cold reading, on peut imaginer qu'il y a le hot reading. Alors, si je ne m'abuse, le cold reading se produit dans l'entretien avec la personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de la présence physique de la personne, ça peut se faire au téléphone. Comme ce que nous raconte Guy, quoi. Voilà, avec ce serveur qui est devenu richissime. Très bien. Facile. Donc le hot reading, en fait, là, l'entretien est fait avec la personne physiquement présente. D'accord. Où on va avoir d'autres moyens d'investigation et de capter des infos. Capter des informations. Alors, il y a plein de choses qui ont été évoquées. Guy a été très très intéressant. Il y a plein de choses qui ont été évoquées, comme l'effet Forer, c'est-à-dire les gens s'attribuent à partir du moment où les gens ont donné le pouvoir à quelqu'un, la compétence à quelqu'un de leur dire quelque chose de vrai, ils vont s'attribuer ses propos. C'est-à-dire, il pourra dire n'importe quoi, ils vont les transformer par leur filtre pour que ça corresponde à eux. Voilà. Bon, pas n'importe quoi. Ce que Guy appelait les phrases neutres, comme ça, et qui fait que clac, ça passe et les gens se les approprient. Voilà, des phrases passe partout. Oui, c'est ça. En fait, ça vient le premier ou l'un des premiers cas, l'une des premières expérimentations qui ont été faites sur le sujet a été faite par Forer, qui était, je ne me souviens plus, psychologue ou psychiatre, qui avait des étudiants. Et il leur a dit, en fonction du questionnaire, des réponses au questionnaire que je vous donne, je vais essayer d'établir votre profil psychologique. Donc, à ces étudiants, il a donné un questionnaire, il a relevé les copies, et quand il a rendu la sienne, tout le monde, ou la grande majorité de ces étudiants, trouvaient leur portrait psychologique tout à fait conforme à ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes. Alors, ils ont été surpris quand... on leur a dit ensuite, quand Forer leur a dit ensuite, finalement, j'ai pas tenu compte de vos réponses. De vos réponses. C'est une réponse standard qui va marcher pratiquement à tous les coups. Et ce qui était le cas, quoi. Ce qui était tout à fait le cas. Alors, on va faire Renaud Évrard, Pierre Massias, Guy, vous restez avec nous. On va retrouver Hervé de l'ESAT-sur-Lez qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Vous êtes toujours là, Hervé, hein? Voilà. Vous restez avec nous, une pause et on se retrouve pour continuer à discuter de ces escroqueries à la voyance. On essaie de vous, grâce à Guy d'ailleurs, qui a été le point de départ de cette émission qui nous permet d'évoquer ce dossier. On essaye d'évoquer tous les ressorts, toutes les astuces qu'utilisent ces faux voyants, fausses voyantes sur Internet ou qui vous reçoivent en face à face pour
vous abusez, tout simplement, n'ayons pas peur des mots, et vous estorquez de l'argent alors que vous êtes en position de faiblesse. Continuez à nous appeler, Morad est toujours au standard 0826 300 300. Si vous pensez avoir vécu quelque chose de l'ordre du monde du paranormal, Pierre Macias, Renaud Évrard et votre serviteur sommes là pour en discuter avec vous et vous donner quelques éléments de réponse et vous aider à avancer dans la compréhension de ce que vous avez vécu. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et grâce à Guy, notre premier auditeur qui appelait au 0826 300 300, nous sommes en train de décortiquer très largement les ressorts, les astuces qu'utilisent certains faux voyants, fausses voyantes et faux voyants, avec toujours mes invités Renaud Évrard et Pierre Macias. Et Hervé nous appelle de l'Ésat-sur-Lesse. Donc bonsoir Hervé. Oui, bonsoir Louis et bonsoir aussi à vos invités. Bonsoir. Et notamment à Guy parce que je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Ouais. Je l'écoute depuis le début. Mm-hmm. À savoir que moi je suis médium. Alors si vous voulez Louis, je vais expliquer quelle est ma fonction. Ce qu'est un médium. Voilà. Moi je n'ai pas de carte. C'est mon cerveau qui me parle, qui me donne des réponses. Et je fais ça bénévolement. Je dis bien bénévolement, à savoir que je ne prends pas d'argent. Ouais. Et je suis également magnétiseur. Et j'ai des résultats. Ce qui compte, ce sont les résultats. Après, le reste, on s'en fout en quelque sorte. Parce que, comme disait Guy, c'est vrai que quand on va voir un voyant, un médium, enfin, quelle que soit la personne, c'est parce qu'on a des problèmes, théoriquement. Souvent, oui. Mais moi, je leur dis quels sont leurs problèmes. Je n'attends pas que ce soit eux qui me le disent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Ouais. Et voilà. vous travaillez comment? Quand vous recevez quelqu'un, par exemple, qui Oui. vient vous voir, Oui. il s'assied en face de vous, Oui. et il dit quelque chose, ou alors vous dites, écoutez, ne dites rien, et moi je démarre, et après on voit si ça marche ou pas, quoi. Tout à fait. Absolument. C'est comme ça que ça se passe avec moi, souvent. Par téléphone, c'est différent. Je leur demande par téléphone, parce que c'est de bouche à oreille que je fonctionne, comme je précise bien. Oui. Moi, on me connaît pas, on me voit pas dans les journaux, ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin de ça. Oui. Ça me permet d'avoir une certaine dépendance et de répondre quand je peux répondre, parce Bien que sûr. c'est très éprouvant, c'est très fatigant, et à savoir qu'on ne peut pas faire ça comme quand on va chez un médecin, se faire consulter comme médecin s'il reçoit, admettons, 20 clients dans une journée, eh ben moi je peux pas. Oui. Voilà. Oui. Moi c'est 4, 5, 6 personnes comme ça, je veux dire à peu près dans la journée. Oui. Et puis si ça passe pas, ça passe pas. Je vais pas raconter des salades à la personne, vous voyez. Oui. Voilà. Oui. Je peux donner par exemple des témoignages. Ça serait peut-être très intéressant, Louis, non? C'est-à-dire des témoignages. Ben, c'est-à-dire, voilà. Des témoignages de personnes des exemples, quoi, de des voyance. exemples, voilà. Une personne me téléphone un jour, elle me parle, Christiane, voilà. Au bout d'un moment, j'ai eu un flash, je lui dis, vous êtes passionné de cheval. Elle fait, effectivement, je fais du cheval. Oui. Alors c'est quoi ça? Oui. C'est pas, voilà. Oui, non, alors mais que tout à je ne savais fait. pas qu'elle faisait du cheval. Oui, Voilà. là, je comprends Et tout à fait. Personne ne me l'avait dit. Ouais. Voilà. Alors là, je me retourne vers Guy. Vous êtes toujours là, Guy? Oui, tout à fait. Alors, Guy, quand là, par exemple, ce que nous a dit Hervé, il dit à quelqu'un comme ça, parce qu'il a une intuition, vous êtes passionné de cheval. Ça, je suppose que ça doit être extrêmement difficile à capter quand on fait votre technique, là, le cold reading. Difficile à capter. Après, comme je vous disais, si admettons vous avez une personne qui rentre dans votre cabinet, vous cherchez tous les petits détails. Ouais. Si admettons elle porte une veste et que vous repérez des poils de chat ou d'animaux sur sa veste. Ouais. Voilà, la personne à aucun moment elle peut imaginer et d'un coup vous pouvez très bien lui dire je vois des animaux dans votre entourage. Vous aimez les animaux. Je vois même un chat. D'accord. Et donc la personne à aucun moment elle va penser qu'on a pu regarder au bas de sa veste les 3 poils qui étaient collés. Ah oui, c'est fin, d'accord. Voilà. Oui. Donc bon, après je remets pas du tout en cause. Non, on est déjà, d'accord. Moi, ce que j'apprécie, c'est que l'auditeur, comme il le dit, il le fait bénévolement. Donc c'est une conviction, c'est quelque chose. Donc il a peut-être certainement quelque chose. De toute façon, le magnétisme, normalement, tout le monde en a. Donc ça, c'est une chose. Moi, je parle vraiment pour les escrocs. Donc c'est tous ces petits détails-là qui vont faire qu'on va repérer le moindre... Ouais,
Le moindre indice qui va permettre d'alimenter une pseudo-voyance, quoi. Donc c'est pour ça que je disais, c'est vraiment un travail de tous les jours, mais qui est facile à faire, puisque dès qu'on rencontre quelqu'un, moi souvent je vais dans un café, je bois mon café tout seul, et puis j'observe toutes les personnes que j'ai autour de moi, et je m'amuse à essayer de découvrir donc leur âge, leur situation de famille, leur travail, leur hobby, s'ils en ont. Et tout ça rien que sur les détails que je peux relever sur leur comportement, sur leurs bijoux, sur si la personne, quelqu'un qui a des mains manucurées, vous comprenez de suite que c'est quand même quelqu'un qui a de l'argent. D'accord, c'est pas quelqu'un de tous les jours comme ça qui a un métier manuel qui va aller se faire des manucures. C'est clair. Oui, donc tout à fait. Voilà. Après il y a aussi un contraste, c'est-à-dire quelqu'un qui va mettre des bijoux excessivement. Ça veut pas forcément dire que justement elle a de l'argent. Oui, tout à fait. Ça veut même peut-être dire plus le contraire. Elle veut donner une apparence et elle est très attirée par l'argent, mais justement comme elle en manque, elle veut donner ce signe extérieur de richesse. Et donc ça c'est encore une faille à utiliser. Et après on continue à coudre. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup Guy de votre intervention. Merci. Parce que c'est très très intéressant et puis j'espère que ça aura donné des éléments à ceux et celles qui nous écoutent pour éviter de tomber dans les pièges malheureusement des faux et fausses voyantes qui pullulent dans toute la France. Renaud Évrard, est-ce que on peut établir, c'est compliqué, mais est-ce qu'on peut établir une sorte de cahier des charges de l'escroc voyant? Déjà, quand quelqu'un passe une annonce, a priori, il faut pas y aller, quoi. Par exemple. Oui, il y aurait des choses comme ça, des critères qui nous permettraient de faire une ligne de démarcation. Mais, voilà, vous voyez, de se méfier un peu, quoi. Voilà, mais il y a aussi des vrais voyants qui utilisent des parties de lecture froide, parfois involontairement ou inconsciemment plutôt, et qui parfois vont faire des énoncés très précis, comme vous êtes passionné de cheval, et parfois des énoncés plus vagues, et il y a un aller et retour entre des éléments qui perçoivent d'une façon qu'on pourrait dire normale, et des éléments qu'on pourrait considérer comme paranormaux. Mais la ligne de démarcation, au sein même de la consultation, elle n'est pas toujours possible. Mais d'une façon, c'est vrai, des signes extérieurs comme mettre des annonces avec des ambitions mirobolantes, ça c'est vrai que ça restreint, quoi. Oui, complètement. Pierre Massias. Oui, il y a plein de signes d'observation qui vont fournir énormément de renseignements, et il y a aussi des signes du comportement des personnes. Par exemple, quand on va demander à quelqu'un s'il se souvient de quelque chose en particulier, d'une scène en particulier, ou d'une maison par exemple, mais une maison qu'il connaît, si on lui demande dites-moi combien il y a de fenêtres dans votre salon. Statistiquement, la personne, en réfléchissant, va lever les yeux et va les lever du côté gauche, parce qu'elle fait appel à une image construite. D'accord. Par contre, si on lui dit comment avez-vous trouvé le paysage pendant votre week-end, elle va avoir tendance statistiquement à lever plutôt les yeux côté droit, parce qu'elle va. C'est statistique. Les gens réagissent comme ça. Donc il y a des choses extrêmement techniques, des détails très techniques qui vont, en fonction du comportement des personnes, donner des indications. D'accord. En ce qui concerne les critères qui font que là, c'est un voyant qu'il faut pas fréquenter, quoi. Déjà, Renaud Évrard, on est d'accord là-dessus. L'annonce qui dit je guéris tout, je vois tout, mais n'oubliez pas votre carte bleue. Là, on est tous d'accord pour dire que bon, ça, il faut dégager. Tout ce qui est petite annonce sur les journaux, faut dégager. Oui, il y a un critère qui me paraît quasi évident. C'est quand on va être face aux praticiens, il ne faut pas parler. On dit que 80% pour un consultant, généralement, qui va se faire avoir, il peut parler pendant 80% du temps et sortir de sa rencontre en disant c'est un voyant formidable. Bon, pendant ces 80% du temps, le voyant va partir à la pêche, comme le disait Guy, il va sortir quelques éléments déterminants par hasard, parce qu'il les aura trouvés dans le discours de la personne. Bien sûr. La personne, elle va avoir une sorte de petite puzzle en fonction de ce qu'elle a raconté, en fonction de ce qu'on lui a dit. Elle va avoir une sorte de
puzzle de son histoire devant elle, et tout naturellement, elle va boucher les trous de ce puzzle, elle va remplacer les pièces manquantes de la manière dont elle va vouloir orienter le discours. C'est elle qui va tout recevoir, faire, quoi, et elle va le recevoir. Ouais. Donc ça aussi, alors tout ça, comme on le voit, c'est tout un ensemble d'éléments différents. Il y a des techniques bien élaborées, il y a l'observation, la possibilité d'observation, il y a le fait qu'on va dire aux gens ce qui va leur plaire. Et ce qui va leur plaire, c'est au sens large, parce que même dans des cas délicats, un voyant peut dire des choses déplaisantes, mais qui, au bout du compte, satisfont le consultant. Donc il y a tout un ensemble d'éléments, de techniques disparates qui, en formant un tout, vont amener les gens à se retrouver béat devant quelqu'un qui finalement n'a pas grand-chose d'un voyant, de la voyance, aucun talent. Je pense qu'on reviendra vraiment plus précisément sur tout ça. Lors d'une prochaine émission, de toute façon, avec un avocat qui va nous permettre de répondre aux questions de ceux et celles qui ont eu maille à partir avec des voyants et qui se sont fait soutirer énormément d'argent. Juste un petit détail pour Guy, il existe un deuxième livre à propos de mentalisme, c'est Psy ou les principes brillants du mentalisme aux éditions Techniques du spectacle. Très bien. Voilà, oui, donc c'est vraiment du monde de la magie, quoi. Hein. Ah, tout à fait, oui. Très bien. Je sais pas que tu étais prestidigitateur aussi. C'est pas inintéressant du tout, le mentalisme. J'imagine. Nous allons faire une pause. Vous savez, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300. Si vous avez vécu quelque chose de paranormal, une sortie hors du corps, un phénomène de télépathie, un rêve prémonitoire également, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 pour que l'on en discute ensemble. Morad est au standard. Il attend vos appels. Vous pouvez également nous envoyer des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre commentaire, votre question soit à Pierre Massias, soit à Renaud Évrard, mes invités de ce soir, et vous envoyez le tout au 71 200. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et ce soir, une émission entièrement consacrée à vos témoignages. Si vous avez vécu quelque chose dont vous pensez que c'est de l'ordre du paranormal, n'hésitez pas à nous appeler. Si l'on peut vous aider, vous apporter peut-être quelques directions dans lesquelles chercher, comprendre ce que vous avez vécu. Pierre Massias est en ma compagnie. Renaud Évrard également, vous nous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300. Morad est au standard pour recueillir vos appels. Nous avons Jacqueline qui nous appelle. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toute l'équipe. Eh bien écoutez, c'est fait avec grand plaisir. Vous nous appelez d'où Jacqueline? Alors je vous appelle du Gers, près de Plaisance du Gers. Magnifique pays. Voilà. Vous avez raison d'habiter là-bas. Oui, je suis très bien. Depuis 18 ans parce que je suis nordiste. Et puis j'ai fait toute ma carrière dans les grosses boîtes du Nord. Voilà, très bien. Dans les VPC. Bon. Alors, ma chère Jacqueline, que nous vaut le plaisir de vous recevoir? Alors, voilà. Moi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire comme voir des petits hommes, tout ça, hein. Oui. Voilà, je vous ai déjà raconté dans le temps, il y a quelque temps, que j'étais avec une copine de cette vente par correspondance qui voyait souvent des voyantes. Et donc, un jour, elle me demande pour l'accompagner, et ça, je voulais raconter. Et donc, nous étions chez une voyante, et au moment où elle avait terminé, cette voyante me pose une question. Elle me regarde et elle me disait, vous n'avez pas une photo de votre mari? Et je lui ai dit, bah si, puis je cherche dans le portefeuille, et je lui montre. Oui. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Et donc, elle me dit, bah, écoutez, madame, vous avez épousé un monstre. Alors, elle dit, un monstre. Bon. Vous allez divorcer et vous allez avoir plein d'ennuis avant. Alors, moi, je suis sortie de là, j'étais dans un état. Elle dit, écoutez... j'imagine, oui. Je vois même la mort à plusieurs reprises, mais ça s'arrangera quand même toujours et vous vivrez vieille. En effet, enfin... Oui, c'est au moins rassurant, mais enfin bon, c'était pas très rassurant pour ce qu'elle avait dit avant, quand même. Je suis sortie de là en pleurant comme une madeleine.
Bon, et maintenant, disons que ça fait combien d'années, là, c'est loin. Et maintenant, j'ai 73 ans et demi. Oui. Donc, vous voyez, ça fait... Bon, bref. Oui, mais attendez, juste avant que vous nous racontiez pourquoi vous nous avez appelé, je suis curieux de connaître la suite. Est-ce que ça s'est révélé exact ou pas, alors? Voilà, ça s'est révélé exact. Bon, j'avais peur quand même, quand elle m'a raconté tout ça, j'ai eu des problèmes avec mon mari et je pensais toujours qu'il voulait me tuer parce qu'on allait dans l'Ardèche en vacances, tout ça. Un jour, j'avais même peur qu'il me poussait. Je n'étais pas rassurée. Enfin bref, bon. Alors ensuite, étant donné que ça n'allait pas avec mon couple, j'étais malade et je vois sur un journal, mais je suis médium, ceci, cela. Bête comme je suis, je lui ai écrit. Et il m'a demandé, naturellement j'ai eu des réponses tout de suite, et il m'a demandé de faire avec ce qu'il m'avait envoyé, mettre des bougies avec un produit dedans le matin en me levant lorsque mon mari était parti au travail. Et puis naturellement je devais dépenser à cette époque-là, dans l'année 82, 200 balles déjà. Ah, 200 francs. Oui, déjà. Bon, alors. Il me dit, j'écris et je lui dis, même au téléphone, je ne m'en rappelle plus, que ça n'allait pas, que ça ne faisait pas effet. Bon, alors il me dit, écoutez, madame, c'était madame Chevalier à cette époque-là, et je lui dis, il me dit, voilà, je peux faire de la télépathie avec vous. Il dit, vous avez un 6e sens, et je sais que je peux travailler avec vous. Alors là, j'ai commencé à paniquer. Oui. Et je lui ai dit, écoutez, je lui ai répondu, j'ai réfléchi à bon moment, et j'ai dit, je ne veux pas, parce que mon mari m'a fait très mal, il était avec une maîtresse qui était de la famille, et dont j'avais de la haine à ce moment-là, j'étais vraiment haineuse, c'était comme ma petite sœur qui m'avait trahi, quoi. Oui. Et donc, je lui ai écrit, et je lui ai dit que je ne voulais pas, et que j'arrêtais tout. Et alors, à ce moment-là, ça a été la catastrophe pour moi. C'est-à-dire mon mari et moi, nous avons divorcé. J'ai attrapé un cancer, un mélanome malin. Oui. Mais je mettais pas ça sur le compte de ce médium. Mais par la suite, ça m'est quand même mis la puce à l'oreille. Parce que je ne voulais plus lui donner de l'argent. Il me réclamait de l'argent, je ne voulais plus lui donner. Il vous réclamait de l'argent pour... Oui, pour continuer à être bien, pour désenvoûter, envoûter mon mari, enfin tout ça, quoi. Oui. C'était un médium, hein. Oui, donc c'est un pseudo médium qui vous harcelait, quoi. Voilà, il me harcelait, voilà, il me demandait toujours de l'argent, et je lui ai dit, je ne peux pas faire de télépathie parce que je ferai du mal, et je ne peux plus continuer, vous voulez m'excuser. Et c'est à partir de ce moment-là que tous mes problèmes sont arrivés. Ça n'allait déjà pas avec mon mari. Bon, comme je vous dis, il avait pris la belle-mère d'un de mes fils. Alors vous voyez un petit peu le bazar. Oui. Bon, donc j'étais haineuse et je voulais pas. Oui. Alors tout m'est arrivé. J'ai attrapé un mélanome malin très important que je devais mourir d'après le radiologue. Bon, ensuite ça m'est jour après jour, je revenais à moi. Je vais vous dire, j'ai un tempérament tout à fait d'une énergie incroyable. Je suis battante et tout, hein. Oui. Je pensais quelquefois, puis après je disais non, c'est pas lui. En plus, j'ai mon petit appartement, et là, je remets tout mon appartement en état, et j'avais mis un lustre, et je demandais au monsieur à qui je l'avais payé pour le monter. Bon, il me monte ce lustre, et puis je m'en vais voir une nièce, je reviens, ce lustre était tombé sur ma table de salon, tout était brisé. Bon, alors donc j'ai dit j'ai pas de chance. Et puis ensuite je suis partie faire des courses. Ça c'était quelques temps après, hein. C'était pas toujours du jour au lendemain. Oui. Bon, eh bien voilà, j'arrive dans une rue et il y a une voiture qui arrive à toute vitesse et m'attrape avec le rétroviseur. Oui. Et j'ai été traînée sur 10 mètres de long et j'ai été blessée à tout le côté droit. Ah oui, j'imagine, oui. Voilà. Donc je me suis retrouvée à l'hôpital, au truc de Lille, puisque c'était sur Lille, et parce que j'ai porté plainte. Et donc, bref, ça s'est passé que... Vous pensez que tous ces événements malheureux qui vous sont arrivés seraient dus à ce monsieur.
à ce monsieur qui vous aurait envoyé un mauvais sort, quoi, en quelque sorte. Je vais vous dire pas tout de suite. J'ai dit bon j'ai pas de chance, c'est une période comme ça. Naturellement, j'étais pas bien dans ma peau, hein. Je prenais des cachets aussi pour dormir. Oui, tout à fait. Bon. Oui. Alors après, disons que je voyais un neuropsychiatre et j'étais pas bien et il m'a dit écoutez, le mieux que vous avez à faire puisque vous avez des connaissances dans le Gers, eh bien si vous pouvez, vous êtes en pré-retraite, faites-le. Bon, alors je l'ai fait. J'ai dit après tout, je vais faire mon baluchon. J'ai demandé à une personne du coin, ici où j'habite, qui était très gentille avec moi, puisqu'on se connaissait, de me trouver un appartement. Et donc, elle m'a trouvé tout de suite, dans les 15 jours qui suivaient, un appartement à Puissance du Gers. Et là, j'étais bien. Au bout d'un moment, je m'en vais au lit et tout à coup, je sentais que le lit montait. Je montais avec le lit. Mm-hmm. Et comme je suis très croyante, j'ai dit, oh là là, moi je ne vais pas commencer à faire tous des trucs autrement qu'assis. J'ai prié, mais je priais tous les jours. Là, je me suis rendu compte que c'était ce monsieur qui me faisait mal. Et chaque fois que je sentais et ça m'est arrivé souvent, hein, le lit montait et j'avais l'impression qu'il montait avec moi. J'étais dedans et je montais. Oui. J'avais une frousse terrible. Et puis, je priais, je disais, mon Dieu, aide-moi, mon Dieu, aide-moi. Ensuite, je me suis aperçue, j'étais au lit, toujours au lit, et j'entendais près de moi quelqu'un qui respirait. Je m'endormais, justement, et j'entendais quelqu'un qui respirait à côté de moi. Mais c'était l'horreur. Et ça arrivait souvent, ce genre de phénomène? Non, une fois. D'accord. Je tâtais à côté de moi au lit, il n'y avait rien. Oui. Bon, alors, c'est pas possible, moi je suis envoûtée, mais toujours je priais, je disais, mon Dieu, tu peux pas me laisser comme ça, je ne vais pas faire autre chose, il faut que je prie, et puis voilà. Oui, et comment est-ce que cela a cessé finalement? Voilà, alors je vais vous le dire, en plus, je faisais des cauchemars. Un jour, je me suis retrouvée à vomir du sang. Mm-hmm. Mais c'était terrible. Oui. Et je disais, je rêvais, mais je vomissais du sang. C'était l'horreur, des cauchemars. En plus, une autre fois, on me piquait dans le cou avec une aiguille et j'étais comme paralysée. Alors vous voyez que j'ai mis tout ça sur le compte de ce médium. Oui. Bon, alors après, sur le fait, j'ai connu un monsieur célibataire qui était très gentil et je devais lui demander du travail. Et de fil en aiguille, ce monsieur, il habitait Tasque, il était forgeron, et il m'a dit, j'ai ma patronne avec qui je vis, si vous pouviez me la soigner parce qu'elle a fait une hémiplégie, et puis si vous pouvez venir la soigner. Et moi j'étais contente parce que ça m'a enlevé un petit peu toutes ces choses de la tête. J'ai soigné cette mamie, et si vous voulez, petit à petit, eh bien, étant donné que j'étais dans une maison où il y avait ce célibataire et la patronne, ça m'a rassurée. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Oui. Mais malgré tout, il y avait quand même encore des rêves que je faisais inimaginables. Oui. Et ça s'est finalement estompé comme ça petit à petit. Voilà, petit à petit, ça s'est estompé. Mais chaque fois, je priais Dieu. Et j'ai même fait, comme on dit, je m'en allais, je mourrais. Oui. Et comme c'était mon copain, quoi, après, il était devenu mon copain, et je disais, oh non, parce qu'il était très malade du cœur, et je m'en allais, je mourais, et je voyais une lumière, et je disais, oh non, Jeannot, je peux pas. Et je revenais sur... mais c'était inimaginable. Oui. Ce que ça a duré combien de temps, ça, en tout et pour tout Alors, en tout et pour tout, je vais vous le dire, de 82 jusqu'à 87, attendez, je vais pas raconter d'histoire là, hein. De 82 jusqu'à 90, j'ai eu des problèmes comme ça. 7-8 ans, quoi, quand même. Voilà. Ouais. Et toujours des choses que c'était inimaginable.
inimaginable. Hein. Ouais. Jacqueline, vous restez avec nous une pause et on se retrouve avec mes deux invités, Pierre Massias et Renaud Évrard, pour écoutez, essayer de réfléchir, de réagir sur ce que vous avez eu la gentillesse de nous raconter, parce que ça a été quand même un vécu assez douloureux. 0826 300 300, vous nous appelez pour réagir sur la voyance, réagir sur les médiums, ou tout simplement venir témoigner si vous pensez avoir vécu quelque chose de l'ordre du paranormal. Nous sommes là pour vous écouter d'abord et ensuite vous apporter peut-être quelques éléments de réflexion et peut-être quelques réponses à vos questions. 0826 300 300. Aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie de Jacqueline qui nous appelle du Gers, de Pierre Massias et de Renaud Évrard. Renaud Évrard, que pensez-vous non pas de ce qu'a vécu, parce que ça a duré quand même 8 ans de calvaire ou presque, en ce qui concerne Jacqueline, mais du fait que Jacqueline impute ça à ce médium. Donc déjà, je dis bonsoir Jacqueline, et c'est très étonnant parce que vous avez commencé votre récit en disant que vous n'avez pas vécu vraiment de choses extraordinaires, et pourtant là on a 8 années de phénomènes par-ci par-là que vous compilez dans une sorte de récit abondant, pour le moins. Et c'est vrai que cette idée de l'influence d'influence négative par le médium est une idée qui revient assez souvent chez plusieurs personnes, mais qui, c'est vrai, n'a jamais vraiment fait l'objet d'une démonstration. Mais pourtant, c'est une croyance qu'on pourrait dire assez traditionnelle, qui existait déjà et qui existe toujours dans les gens qui pensent que la sorcellerie a une véritable efficacité. C'est-à-dire qu'il y a une série de malheurs qui sont liés entre eux d'une façon significative, comme une sorte de malheur extraordinaire. C'est une notion qu'on retrouve partout dans les cultures traditionnelles. Et ce malheur extraordinaire, il faut lui trouver une source, enfin quelque chose qui le déclenche. Et généralement, on imagine justement des personnages ayant des pouvoirs magiques pour ça, le sorcier néfaste, le mage vaudou, et dans votre cas, ce serait un médium. Mais pour autant, ce mécanisme il est délicat en fait. Il faudrait vraiment. C'est très étonnant que vous n'en ayez pas parlé avec des personnes qui je vous écoutais avant. Je sais pas, parce que là vous avez vraiment beaucoup de choses que vous avez interprétées dans un sens, alors qu'il y a peut-être des choses qui s'expliqueraient d'une façon beaucoup plus simple, beaucoup moins sophistiqué, oui. Vous pensez, Renaud, que Jacqueline était dans un état d'esprit qui faisait que tout pouvait lui arriver, enfin en ce qui concerne les choses malheureuses finalement, et que tout cela, Jacqueline l'a imputé à ce médium malhonnête, parce que là il faut parler quand même de malhonnêteté évidente. Ce serait plutôt dans cette direction-là qu'il faudrait regarder, selon vous. Ben, le fait est qu'il y a des choses qui sont prises dans cette série-là de phénomènes qu'on a eus, qui ont peut-être aucune raison d'y être pris. Par exemple, je pense au lustre qui tombe. C'est une malchance, mais en même temps, il n'y a pas on peut pas vraiment trouver une intentionnalité derrière ça. Alors, sinon, vraiment la supposer. Mais le médium en lui-même, certes, il a abusé un peu de la confiance, mais l'histoire déjà, elle commençait sur une voyante qui interpeller directement Jacqueline, d'une façon, c'est un peu chercher de la nouvelle clientèle d'une certaine façon aussi. On pourrait le comprendre comme ça, quoi. Même si ce qu'elle a dit, c'est vérifié, quoi. Mais il y a quelque chose où il me semble que Jacqueline est très sensible à tout ce qui pourrait être dit sur elle, à tout ce qui pourrait la persécuter d'une certaine manière aussi. Et je pense que c'est vraiment un nouage entre sa subjectivité et des phénomènes qui se déroulent d'une façon ou d'une autre, des coïncidences, quoi. Mais d'une manière générale, parce que quand même Jacqueline pose là une question, vous l'avez vous-même évoquée dans le début de votre intervention, Renaud Évrard, c'est un médium est-il capable de déclencher cela à distance ? Parce que la question reste là, parce que la tradition populaire de sorcellerie est quand même très vivace en France, je ne parle pas qu'en France, partout dans le monde entier. Bien sûr. C'est une question qui est très délicate, parce que on peut dire non, on peut dire que, en se basant par exemple sur la recherche en parapsychologie, l'influence à distance
en psychokinèse ou en ESP, elle est finalement limitée parce qu'elle fait appel à une participation active des deux personnes au niveau moral, au niveau au niveau de la disposition. Donc il n'y aurait pas d'influence néfaste qu'on ne pourrait pas arrêter et qui serait comme ça quelque chose de totalement un pouvoir absolu, une toute-puissance de la magie, vraiment. Ouais. Ça, je pense que c'est montré que ça n'existe pas. Par contre, les événements peuvent quand même arriver, mais dans une relation qui est justement cette relation de participation qui donne toute son efficacité à ces mélanges. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, je vais voir un médium à qui j'accorde le pouvoir de médiumnité ou de voyance ou de ce qu'on veut, et si ce voyant me dit « il va vous arriver des malheurs », je vais ressortir de là complètement bouleversé, évidemment, et à partir du moment où j'attends que le malheur me tombe sur la tête, je fais de la psychologie de bazar là, mais je résume. Oui, je vais me mettre dans une position qui fait que le moindre souci, je vais l'imputer à cette personne ou à cette prédiction finalement. Voilà, tout à fait. Alors il y a cet aspect vraiment psychologique de disposition, mais ça peut aussi créer vraiment des événements psy, parce que autant du côté bénéfique que du côté maléfique. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut se passer d'une façon très très subtile. Et oui, c'est vrai que c'est très délicat. Oui, Pierre Macias. Oui, c'est très 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 délicat. Je voudrais revenir sur ce que dit Renaud et aussi ce qu'on disait avant à propos du mentalisme et des procédés de voyants. Ce qui est arrivé à Jacqueline, ça a été sur une durée assez longue. Elle a été très marquée par cette rencontre avec ce bonhomme. Un début de problème, on va dire, se présente. Ce type a l'air de vouloir la poursuivre. De son côté, ça lui donne un puzzle assez compliqué. Et à partir du moment, je vais dire, où quelque chose de mauvais va arriver, alors on va avoir tendance à le rattacher à ce voyant. On risque dans ce cas-là de reconstruire toute une série, une histoire de malheur, alors que sur 8 ans, c'est quand même long. Ah oui, il peut se passer plein de choses dans la vie de chacun. Et pour Jacqueline, ce sera tel événement ou tel événement. Pour quelqu'un d'autre, ce serait tel autre événement ou tel autre événement. Et pour chacun pourrait ramener tout ça à ce voyant. C'est-à-dire, chacun pourra trouver dans sa propre vie des éléments négatifs qu'il pourra rattacher à quelqu'un. Donc, moi, je pense aussi à la phrase qu'a dit Jacqueline quand elle a rencontré donc ce monsieur qui est devenu son compagnon par la suite, qui lui demande de soigner sa patronne. Et elle nous a dit, ça la rassure, ça lui permet de se changer les idées. Donc on voit bien là... De changer son mode de vie, enfin ce mode de voir sa vie, quoi. Voilà, ça génère une cassure. Son référent n'est plus ce voyant, son référent devient ce compagnon, sa patronne, quelque chose de nouveau. Il y a positif. Et à ce moment-là, tout ça s'arrête. Très bien. Et donc, on peut donc pouvoir dire que les médiums qui lancent des sorts, des machins, des bidules, voilà quoi. Hein. En fait, non, il y a un petit problème. Enfin, je pourrais revenir là-dessus. Allez-y. Je prends un exemple de la clinique de Walter von Lucadou à Freiburg, et qui montrait par exemple ce cas d'une dame qui a été voir un guérisseur et qui s'est fait vraiment guérir d'une maladie très grave par ce guérisseur. Mais là, on a quoi? On a une influence positive, mais une influence complètement. Oui. Un peu impressionnante. Et pourtant, par la suite, parce que le guérisseur avait alimenté une sorte d'effet bizarre, parce qu'en fait il la guérissait à distance, il lui donnait des heures où il disait je vous influence à distance et ça va vous soigner, ce qui s'est passé. Mais après la personne a appris ça sur un mode beaucoup plus persécutoire. Elle lui a demandé de s'arrêter parce qu'elle sentait encore en elle l'effet de son influence répétée à plusieurs reprises, alors que lui disait ne pas continuer et tout ça. Et donc il y a quelque chose qui s'est créé où un effet bénéfique est tombé du côté du versant maléfique. Mais pourtant, on est dans le même processus. Et si on accepte d'un côté que des guérisons paranormales peuvent advenir, c'est vrai que leur contrepartie
elle doit être réfléchie sur le même procédé, en fait. Ouais. Nous allons tout de suite prendre un autre appel. Il s'agit d'Elisabeth qui nous appelle de Biarritz et tout de suite après, nous aurons Aloïs, j'espère que je prononce bien ce prénom, qui va nous raconter une expérience. Alors, Aloïs, c'est masculin ou féminin? Je me tourne vers tout le monde, personne ne sait. Masculin, très bien. Mathieu, réalisateur, me dit c'est masculin. Merci Mathieu. Donc, on écoutera le témoignage d'Aloïs tout à l'heure, mais pour le moment, Elisabeth, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, vous nous appelez de Biarritz. Oui, je vous appelle de Biarritz. Très belle ville, hein. Oui, très belle ville. Oui. Et surtout quand il fait beau. Oui, même quand il pleut, allez, c'est sympa quand même. Oui, aussi, quand il pleut aussi, oui, allez. Alors, dites-moi, je vous Elisabeth. appelle, moi, pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, finalement. Allons-y. La voyance, d'abord, qu'est-ce que c'est, la voyance? Pour moi, la voyance, c'est l'échange entre deux individus qui sont porteurs. L'un est émetteur et l'autre qui est récepteur. Oui. Or, tous les êtres sont receveurs et sont récepteurs. Tous, on est tous émetteurs et récepteurs. Oui. Allô? Personne qui, sur un choc émotionnel, sur une maladie, sur un choc affectif, sur des tas de raisons, développe peut-être plus facilement ses capacités d'aller chercher dans l'autre ce qu'il a. Mais la voyance telle qu'on l'entend, moi je ne pense pas qu'elle existe. C'est-à-dire, la voyance, c'est-à-dire pour vous la capacité à prédire l'avenir, hein, c'est ça? Exactement. Oui, d'accord. Bon, l'avenir, d'abord, qu'est-ce que c'est l'avenir? L'avenir, c'est rien, l'avenir. Le passé, le présent, le futur ne font qu'un. Ce qui se passe sur cette terre pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, en réalité, dans le temps réel, dure peut-être quelques secondes ou quelques minutes. Donc, il est très facile de lire dans l'individu qui est en face de vous, qui est dans un moment peut-être de communication intense avec vous, ce qui va lui arriver. Dans un temps très proche. Mais là, ma chère Elisabeth, pensez-vous que la voyance, en fait, c'est de la télépathie entre deux êtres où il y a une communication qui passe? Exactement, oui. Oui. Je pense que moi, c'est fait de 80% de ce que porte l'individu qui est en face de vous et de 10% de choses que vous avez en vous. Oui. D'accord. Moyennant quoi, on arrive à prendre chez l'autre ce qu'il ressent, ce qu'il a, s'il est bien, s'il est mal, s'il a un souci. On va le dire très facilement. Vous avez des personnes, on dit, tiens, je dis en lui comme dans un livre ouvert. Pourquoi? Parce que finalement, c'est quelqu'un que l'on aborde facilement, qui est en état plus ou moins de faiblesse, de fragilité vis-à-vis de vous, vis-à-vis que vous avez peut-être un caractère qui est plus fort, vous avez un développement psychique plus important que lui, et vous allez aller trouver dans l'autre, finalement, tout ce qui ne va pas. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais pour vous, la voyance, donc je reviens à ça, la voyance qui consiste à prédire l'avenir, ça n'existe pas. Non, moi je pense pas. Prédire l'avenir, non. Oui. Par la voyance, non. On peut dire des choses qui vont se passer tout de suite, des choses qui vont arriver, mais des choses dans le temps, non. D'accord. Alors là, je me tourne parce que la question est intéressante. Après tout, c'est un point de vue comme un autre. Ah bon, d'accord. On va essayer d'arranger ça. Je me tourne vers vous, Renaud Évrard. Qu'en pensez-vous de ce point de vue que développe Elisabeth de Biarritz? Ça me paraît délicat parce que je pense pas que ce soit vraiment basé sur une connaissance approfondie de la voyance. Ça me semble un peu un jugement assez a priori, parce que ça limite les énoncés de la voyance à quelque chose comme la télépathie quasi simultanée, et en fait on se rend compte que c'est pas toujours ça, quoi. Qu'il y a des énoncés vraiment très précis sur le passé de la personne, de choses que par exemple elle n'a jamais racontées, et des choses aussi sur le futur. C'est vrai que la prémonition pose beaucoup de problèmes philosophiques et même métaphysiques pour plein de gens, mais c'est pas pour autant qu'on doit la nier ou la penser comme impossible. Mais bon, en même temps, je pense que chacun peut se faire son avis, et Elisabeth a tout à fait le droit d'avancer ça, quoi. Mais, bien sûr. Selon moi, c'est pas vraiment basé sur une bonne connaissance du dossier. D'accord, Pierre Massias.
Oui, j'ai eu un petit peu de mal à m'y retrouver dans la conception d'Elisabeth. En fait, à un moment, vous avez dit présent, passé, présent, futur. Le temps n'existe pas. On a tout dans le même temps. Oui. Donc ça m'a fait penser que finalement, ce qu'on dit dans le public, ou ce qu'on appelle voyance dans le public, c'est-à-dire en fait ce que nous on va appeler prémonition. Mais ça pourrait très bien se présenter puisqu'il n'y a plus de différence entre passé, présent et futur. Ça ne fait qu'un, oui, voilà, c'est ce qu'elle nous a dit exactement. On pourrait très bien imaginer qu'au présent, puisque ça ne fait qu'un, au présent, on va avoir un événement dans 3 semaines. Conceptuellement, dans ce schéma-là, dans ce modèle, ça ne présente pas de problème particulier. Ensuite, chacun est libre de ses opinions et de croire ce qu'il veut, mais quand on s'intéresse, si la parapsychologie a démarré, c'est qu'on a repéré un certain nombre d'événements, une phénoménologie qui demandait explication, qui demandait compréhension, et on a distingué un petit peu artificiellement, mais on a distingué quand même des choses qui se passaient dans des temps différents. Et pour expliciter ça, on peut très bien penser à Maud Christen, par exemple. Oui, par exemple. Qu'on a vu souvent à la télé. Il y a une émission où elle fait... je pense au cirque à Paris, où elle a fait une voyance, entre guillemets. En fait, c'était une post-cognition, parce que elle a trouvé un élément du passé. Donc, dans ce cadre-là, on peut se poser la question. Elle était dans un lieu qui était désaffecté depuis de nombreuses années, et elle a découvert que, en fait, il y a de nombreuses années, c'était un cirque. C'était même pas désaffecté, c'était un immeuble habité. Oui, donc il ne restait plus rien, en fait. Mais oui, il restait plus rien. Et elle a trouvé, effectivement, en repassant, en trouvant l'atmosphère du lieu, en retrouvant l'atmosphère du personnage, du propriétaire du cirque, sa vie qui a été douloureuse, surtout à la fin, en retrouvant ces sensations-là, elle a pu faire une post-cognition tout à fait étonnante, pour le moins. Donc, pour garder des exemples plus actuels, plutôt que tout à l'heure je parlais des débuts de la parapsychologie, pour avoir des exemples plus actuels, par exemple dans le livre Sixième Sens de Marie-Monique Robin et Mario Varoglis, je me souviens qu'il y a un cas de description donc de quelqu'un qui dit la nuit dernière, elle raconte elle dit que pendant une nuit, elle rêve d'un événement qui va se produire le lendemain. Elle doit être en voiture avec une amie. Elle arrive à un carrefour. À ce carrefour doit surgir un bus, si je me souviens bien, avec lequel elle va avoir un accident. Oui. Donc elle rêve ça une nuit. Quand elle se réveille, elle n'en a pas souvenance. Mais dans le courant de la journée, elle se retrouve au volant de sa voiture avec son ami à côté d'elle, dans une rue dans laquelle elle se dit tout d'un coup, tiens, j'ai rêvé de cet endroit-là. Ouais. Et elle reconnaît le carrefour au moment où elle y arrive, et elle se dit, attention, j'ai rêvé cet endroit-là, il va m'arriver quelque chose. Elle modifie son comportement, elle ralentit, elle freine, et à ce moment-là, un bus débouche qui aurait dû la percuter si elle n'avait pas eu ce réflexe de freiner. Donc là, on a l'idée, dans la description de cette personne, de quelque chose qui a été vu dans le futur. Oui, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas à Elisabeth d'avoir alimenté ce débat qui est toujours intéressant d'avoir. Aloïs nous a rejoint. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Aloïs, vous restez avec nous le temps d'une pause et on se retrouve tout de suite après parce que vous avez vécu une expérience qui n'a rien de paranormal mais qui est franchement étonnante et très inquiétante. Vous avez eu visiblement la bonne réaction. On en parlera ensemble avec mes invités Pierre Massias et Renaud Évrard dans quelques instants. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie de mes invités Pierre Massias et Renaud Évrard pour vous écouter si vous avez vécu quelque chose de paranormal. C'est vrai qu'on est parti là sur un petit peu l'escroquerie à la voyance depuis le début de cette émission avec l'intervention très intéressante de Guy d'ailleurs en tout début d'émission, de Guy qui est du Lot-et-Garonne, Guy qui est prestidigitateur. Et là nous continuons un petit peu sur cette même lancée avec vous Aloïs. Alors vous nous appelez d'où Aloïs? De Bergerac, en fait. Très bien. Alors, vous êtes voyant. Je suis voyant, je suis voyant magnétiseur, j'ai un cabinet qui est tout officiel, oui. qui est installé dans la région de Bergerac aussi. Oui. Et
y a quelques années de ça, quand j'ai démarré mon cabinet, bon, effectivement, il me fallait un petit peu pour vivre un petit peu d'argent, quoi. Ouais. Et je suis tombé sur une annonce de personnes qui cherchaient des voyants. Donc, pour moi, effectivement, je pensais que c'était la voyance pure, normale, quoi. Oui, tout à fait, tel que vous la pratiquez, je veux dire, bon, voilà, quoi. Voilà. Ouais. Et en fait, c'était un serveur vocal qui était sur Paris, et qui justement, nous mettait en relation avec des clients qu'on avait. Oui. Il faut dire que je travaillais exclusivement de nuit aussi, un serveur vocal. Moi, effectivement, je faisais des voyances à chaque fois, comme si j'avais un client qui était dans mon cabinet, ainsi de suite. Donc, je prenais juste le temps qu'il fallait, sachant que ça coûtait relativement cher à ces personnes-là, et qu'il y avait énormément de personnes qui étaient perdues la nuit, justement des personnes seules et on va dire affaiblies par les moments de détresse qu'il peut avoir dans la vie, quoi. Donc fragile, quoi, vraiment. Vraiment des personnes très très fragiles. Hein. Oui. Et ça se passait comment physiquement? C'est-à-dire, vous aviez un téléphone installé chez vous? J'avais un téléphone installé chez moi. C'était ma ligne personnelle, le serveur vocal m'aiguillait en fait les communications des clients qui arrivaient. Voilà, tout à fait. Et parlons un petit peu, si ça n'est pas indiscret, d'argent. Ça coûtait combien à la personne qui appelait? Alors, ça coûtait, à l'époque, c'était en francs. Je crois que c'était 3 francs la minute. D'accord. Ça leur coûtait. Donc, effectivement, c'était pas un tarif qui était excessif. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Voilà. Et alors, moi, ce qui me chagrinait, c'est qu'on m'imposait de faire tant d'heures de communication par mois. C'est-à-dire qu'ils voulaient que je fasse 200 à 300 heures de communication par mois. D'accord, ouais. Voilà. Mais pour ce faire, il aurait fallu effectivement que je leur raconte un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire que il fallait tenir le client, si j'ose dire, au téléphone, quoi. Voilà, au téléphone, exactement. Et même à un certain moment, il m'avait imposé de mettre une deuxième ligne, voire une troisième ligne chez moi, chose que j'ai toujours refusée. Parce que le principe était justement que je prenne un appel. Pendant que j'avais cet appel-là, il y en a un autre qui effectivement m'appelait, que je mettais en attente le temps que je faisais la communication avec l'autre. Et pendant qu'il était en attente, l'autre payait évidemment, quoi. Oui, évidemment, bien sûr. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça fait que je suis très vite arrêté parce qu'en plus, après, quand ils ont commencé à me demander, justement, je les d'aiguiller leurs clients potentiels pour acheter des pseudo-kits. Alors, il y avait une autre personne qui était sur Paris, qui, elle, était un voyant de Paris. Je ne dirai pas le nom parce que là, je ne veux pas... Par charité chrétienne. Voilà. Mais cette personne-là fabriquait des kits de protection, soi-disant, et des talismans. Ah oui, d'accord. C'était carrément le gourou de base, quoi. Qui voilà, vendait tout à fait. Oui, d'accord. Tout à fait. Oui. Donc, en fait, après, là, quand ils m'ont demandé ça, je dis non, stop, moi, je ne marche pas là-dedans. J'ai impliqué mon nom, parce qu'en plus, au niveau des publicités, c'était mon nom qui paraissait, quoi. Hein. Ah oui, donc ça vous impliquait vraiment, complètement. Voilà, tout à fait, oui. Tout à fait. Donc, j'étais connu sous ce nom-là, et les petites annonces qu'il y avait dans les journaux, c'était mon nom, quoi. Ouais. Et alors, les kits qui étaient vendus, donc, ça coûtait cher? Ça partait, je crois que ça partait à partir de 100 francs jusqu'à 1500 ou 2000 francs. Il y a eu même jusqu'à 10 000 francs, je crois, d'après ce qu'il m'avait parlé, quoi. Mm-hmm. Moi, spécialement, je ne l'ai jamais vendu, parce que c'était pas mon principe, et puis j'ai vite arrêté quand j'ai vu ça, parce que, en fait, c'était la carotte un petit peu pour que le voyant fonctionne un peu mieux, parce qu'on lui donnait 30% sur la vente du kit, quoi. Oui, évidemment, il fallait que tout le monde s'y retrouve, quoi, pour que, que l'affaire fonctionne. Et vous avez fait ça pendant combien de temps, à peu près? J'ai fait ça pendant 3 mois. Oui. Ah oui, ça a été court. Et dites-moi, ça a été parce que 3 mois c'est court. Et très rapidement, ils vous ont demandé de prendre une deuxième, voire une troisième ligne. Ah oui, c'était 15 jours, 3 semaines après, quoi. Hein. Ah oui. Voilà, 15 jours, 3 semaines après. Hein. Oui. Et le phénomène aussi qui se passe aussi, c'est que bon, je discutais avec d'autres voyants, effectivement, et on me disait que souvent, même ils recrutaient, en fait, au niveau du recrutement, ils s'en foutent complètement que ce soit des vrais voyants, quoi. Hein. Oui. Ça peut être une femme de ménage. Moi, j'ai connu une personne qui faisait ça en faisant son ménage ou sa vaisselle, quoi. Hein. Oui. Voilà, donc, et moi, pour me briefer au départ, il me disait, pour retenir les gens, pour que ça paraisse crédible, je dis, moi, j'ai pas besoin de ça. Il y a un principe, c'est de dire, par exemple, si on a une dame au bout du fil, c'est de lui dire, effectivement, vous avez un problème d'homme.
dans votre vie. Oui. Et la personne m'a dit 90% de chance, tu tombes dessus, quoi. Bah oui, évidemment. Oui, ça, si elle appelle la nuit, que ça va pas, c'est ça, quoi. Oui. Oui. Malheureusement, il y a de grandes chances, oui. Malheureusement, il y a de grandes chances, voilà. Et donc, ils avaient toute une trame une sorte de livret pour pouvoir oui, tout à fait. Faire de la pseudo-voyance au téléphone tout en prenant 3 francs la minute. Voilà, tout à fait, oui. Oui. Ce qui n'est pas cher finalement, 3 francs la minute, je veux dire, par rapport à ce qui se fait actuellement. Il est pas cher, mais c'est ce qui découle tout. Après, c'est-à-dire la personne, une fois qu'on l'a mise en confiance, qu'elle appelle régulièrement, c'est de la renvoyer vers ce monsieur qui est sur Paris, qui peut leur faire des consultations à domicile, les remises en forme. Il touche à tout, ce monsieur. Hein. Oui. C'est des kits, des talismans. Après, je vais peut-être quelque chose sur les talismans, mais ce monsieur fabrique des talismans aussi, quoi. Oui. Et est-ce que vous avez eu la possibilité d'être en relation avec d'autres voyants qui travaillaient pour ce réseau également? Non. En fait, le principe, c'est qu'on ne communique pas entre nous. Hein. Voilà, c'est très cloisonné en plus. C'est très cloisonné, c'est parfaitement cloisonné, c'est-à-dire que moi, je n'ai que le numéro de téléphone du central. Oui. Et le numéro de téléphone de la personne qui vendait les pseudo-kits. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, mais tous les autres, on ne se connaissait pas, quoi. Oui. Mathieu, le réalisateur, vient de faire un petit calcul rapide à 3 francs la minute, hein, c'est ça, vous m'avez dit, hein, oui. 200 heures par mois, ça fait 36 000 francs quand même, hein. Pour cette époque-là, c'est pas mal, hein. Oui, tout à fait, oui. Ça dégage des bénéfices, je suppose, assez intéressants. Assez intéressant, oui. Surtout que, mis à part la publicité, au niveau de l'investissement, ils n'ont pas grand-chose, quoi. Oui. Et cette société vous semblait importante, florissante? J'ai appris par la suite, quand j'ai arrêté, moi, que c'était quelque chose qui battait de l'aile. Oui. Alors, il y a une autre astuce qui fait que quand tu voyais que le serveur ne fonctionne pas très très bien, c'est de se mettre en réseau avec d'autres serveurs. Alors, je ne connais pas le principe, mais je sais que l'une des personnes qui s'occupait de ce secteur-là, il m'a dit, de toute façon, on arrête le site, mais on le met en relais avec un autre. C'est-à-dire que si vous appelez un numéro de téléphone pensant appeler tel ou tel voyant, vous allez tomber. Il y a une chance que ce soit pas lui qui répond, mais c'est l'autre qui est derrière, qui est caché. Oui, tout à fait. C'est tout un réseau, donc en fait, ce n'est pas... même si la personne est escroquée, qu'elle veut déposer plainte après pour X ou X raison, elle a les plus grandes difficultés parce qu'il faut trouver vraiment le véritable site qui est derrière. Eh oui, j'imagine. Voilà. Aloïs, vous restez avec nous, une pause et on se retrouve dans quelques minutes en compagnie de Renaud Évrard et de Pierre Massias qui sont mes invités ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. La semaine prochaine, on devrait faire une émission sur l'escroquerie à la voyance. On est en train de la faire ce soir, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Mais on vous apportera de toute façon la semaine prochaine des éléments juridiques qui me paraissent très très intéressants et très importants à savoir pour pouvoir se retourner. Aloïs est avec nous. D'abord, merci Aloïs, parce que c'est courageux de votre part de nous dévoiler un petit peu le dessous des cartes, parce que vous avez vécu ça de l'intérieur finalement. Et vous êtes rapidement aperçu que tout ça ne tournait pas vraiment bien rond et vous avez quitté le navire, vous avez bien fait. Je me tourne vers Renaud Évrard. Vous connaissiez ce genre de principe, j'imagine, Renaud? Oui, effectivement, mais c'est vrai que d'entendre des voyants qui osent en parler, ça c'est vraiment très intéressant. C'est assez rare. Hein. Oui, tout à fait. Oui, allez-y. On comprend un peu mieux comment le champ de la voyance fait 14 milliards de chiffre d'affaires chaque année en francs, je crois. Et c'est vraiment, c'est des pratiques vraiment délicates, encore une fois. Pierre Massias, sur vous qui êtes webmaster, je rappelle, et créateur d'un site internet, vous connaissez bien le problème de la toile, évidemment. La toile, j'entends par là Internet, bien entendu. Il existe énormément de sites internet qui proposent de la voyance. Oui, comment dire non? C'est abominable. Oui. C'est complètement abominable. Comme il y a autant de sites, il y a encore énormément plus de sites internet qui proposent de la voyance, du n'importe quoi que des annonces dans les journaux publicitaires, dans les journaux à faible tirage, de ville, des journaux de quartier. Ce genre de pratique, c'est complètement abominable. Et puis on a envie de dénoncer, on a envie de dire un tel à tel endroit, à Nice, tenez. Il y a quelques années, il y avait une société énorme avec un monsieur qui était même passé à la télé à l'époque. Oui, c'est vrai.
Mais on a envie de dénoncer, de dire le nom de ce monsieur, le nom de sa société pour que les gens n'y aillent plus. Mais ce serait en fait, ce serait lui faire de la publicité, parce que ce monsieur en particulier auquel je pense lors d'une émission, il s'est pas gêné de dire finalement vous m'attaquez, mais quoi que vous disiez sur moi, demain je sais que j'aurai 2 fois plus de clientèle. Ouais. Ce qui est complètement abominable des pratiques, et là on voit les pratiques par téléphone, où les clients, ceux qui appellent, sont exploités, et ceux qui se trouvent à l'autre bout du fil, qui jouent le rôle du voyant, se trouvent aussi exploités, puisque ces sociétés utilisent souvent, Renaud, des étudiants, beaucoup d'étudiants en psychologie. Quand on connaît les difficultés des étudiants pour vivre leurs études, on en a parlé encore très récemment à la télé, on peut comprendre qu'on se laisse aller à se commettre dans ce genre d'activité. C'est-à-dire que c'est vraiment une exploitation à tous les niveaux. Dans ce genre de choses, il y a aussi tout le folklore, je dirais, toute la mythologie, toute la culture, mais enfin, comme je dirais, la culture, c'est pas un mauvais terme. Il y a la culture des campagnes, mais qui est utilisée à mauvais escient. Et quand on propose des rituels à coups de bougies ou à coups de kits de protection, de talismans, tout ça, ça demande des sous supplémentaires. Ça se fait payer très très cher pour finalement laisser partir le bras dans l'engrenage. Ouais. Et là, après, on a énormément de mal à s'en sortir. Aloïs, merci beaucoup en tout cas. Je peux rajouter juste une toute petite chose aussi. Bien sûr, je vous en prie, oui. Il y a une autre escroquerie pour moi, je qualifie d'escroquerie parce que c'est un peu mon cheval de bataille. C'est tous les vendeurs de talismans, ainsi de suite. Parce que le talisman par lui-même, à ce niveau-là, il n'existe pas vraiment de talisman, de protection, des choses comme ça. C'est surtout une antenne qui sert entre le fabricant, si vous voulez, et la personne qui le porte. Ouais. Et il est très facile d'avoir une personne faible en face de soi et lui dire bon, je vous donne un talisman, ça va vous protéger. À partir de là, la personne n'a plus son libre arbitre de ses propres choix à faire. Ouais. Parce qu'elle croit qu'en fait c'est le talisman qui fait toutes les choses. Et en plus, dès qu'elle va mal, elle va s'en référer un peu au talisman et c'est quelque chose qui fidélise la personne envers l'autre personne qui peut éventuellement escroquer, quoi. Oui, tout à fait. Je comprends. Et j'ai eu énormément de cas comme ça qui vendaient des talismans au départ qui n'étaient pas très très chers, mais des clients qui sont venus me voir me disent oui, mais ça marche pas. Au bout de quelques années, j'ai rencontré des personnes complètement démolies par rapport à ça, quoi. Oui, tout à fait. Et ça, là, Aloïs, vous venez de soulever un problème tout à fait intéressant. Je me tourne vers vous, Renaud Évrard. Le rapport entre le talisman et celui qui le porte, c'est intéressant, ça, quand même. C'est la personne qui investit un objet d'un pouvoir quelconque, même si cet objet ne l'a pas. Oui, mais ça, c'est encore une fois une chose qui a existé dans toutes les sociétés. Exact. Millénaires. Les porte-bonheur, les choses comme ça. Oui, effectivement. Et c'est réintroduit d'ailleurs dans les thérapies ethnopsychiatriques, par exemple chez Toby Nathan, où il fait une utilisation justement de ces objets comme médiateurs de pathologie mentale, ou justement, c'est vrai on aurait un peu perdu on croit qu'on se débarrassait justement de ces talismans, de ces totems, de ces choses-là, mais en fait pas du tout. On est toujours dans un fonctionnement où on a besoin de ces objets qui sont peut-être aujourd'hui notre portable ou des choses comme ça, quoi. Ah oui, c'est vrai que le portable a peut-être pris cette place-là, effectivement. C'est Pierre Massias. Pas suffisamment. Pourquoi ? Il en reste encore, des talismans, c'est ça ? Oui, voilà, il en restait beaucoup trop. Oui. Vous ne croyez pas au porte-bonheur et au talisman ? C'est une question difficile, très difficile, je dirais. C'est un petit peu comme la voyance par téléphone ou la guérison, le magnétiseur qui va opérer par téléphone. Je ne crois pas qu'on puisse avoir une opposition forte, raisonnable contre une pratique de voyance ou de don de magnétiseur par téléphone. Par Internet, ça me paraît franchement plus difficile. Mais bon, entre cette
comment dire, cette acceptation, ce compromis, dire que ça pourrait se produire, on pourrait avoir du psy à distance par un moyen de communication genre téléphone. Ça ne valide en aucun cas, jamais les pratiques de talisman, les pratiques les appels téléphoniques. C'est à ce niveau-là, les appels téléphoniques comme Aloïs nous en parlait tout à l'heure. Sur une publicité, c'est-à-dire sur une action commerciale, l'appel téléphonique est rigoureusement à proscrire. De même que quand on a un contact avec un praticien, on y va pour quelque chose de précis, une voyance ou du magnétisme. On y va pour un cas, une situation très précise. À partir du moment où ce personnage dit « Ah, mais je détecte chez vous telle ou telle chose, il faut faire un travail, machin ou bidule », là, c'est le moment de prendre ses jambes à son cou. Et de partir très vite. De partir très très vite. Ne pas donner le doigt à l'engrenage. Ouais. Dernier témoignage ce soir concernant l'escroquerie à la voyance. Il s'agit de Paul qui nous appelle. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir. Mon cher Paul, merci de nous appeler, oui. Car vous avez vécu quelque chose d'extrêmement douloureux, oui. Une véritable escroquerie, vraiment. Oui, vraiment. Oui. Racontez-nous dans quelles circonstances. Oui, je suis tout seul, handicapé. Oui. Et je me suis adressé à un voyant qui m'a fait croire des bêtises, qui m'ont coûté 5 000 euros. Combien? 5 000 euros. 5 000 euros? Oui. Mais oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit qu'il ferait pour ce prix-là? Parce qu'il m'a dit qu'il allait me faire retrouver une amie avec qui j'avais vécu, qui était partie. Oui. Après, il a fait des voyages en Afrique, soi-disant pour aller chercher je sais pas quoi, des bêtises. Oui. Et parce que j'avais une propriété à fermage, il m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais te faire avoir tous ces terrains et personne ne pourra y toucher. Oui. Après, il est venu à ma maison, il est venu, je sais pas quoi faire, bénir avec de l'eau. Oui. Avec de l'eau, je sais pas si c'est de l'eau. Hein. Oui. Il m'a réclamé 700 euros pour un verre d'eau. Oui. Il l'a mis dans la maison. Et je vois qu'il n'y a rien, absolument rien. Alors je l'ai mis au tribunal, au commissariat. Vous avez porté plainte donc? Oui, pour l'abus de faiblesse. Oui. Parce que je suis handicapé à 80%. Oui. Et il m'a dit surtout, si je portais plainte, qu'il allait faire une prière ou quelque chose pour me faire casser la gueule ou me faire casser la voiture. Oui, bien sûr, évidemment. Alors, j'étais au commissariat, et moi je ne dis pas où, parce que oui. Ils se reconnaîtraient peut-être. Je comprends tout à fait. La personne du commissariat m'a dit, surtout tenez ferme, ne bougez pas. Oui. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va donner, parce que le champ, les champs, les voisins l'ont pris. Ils l'ont pris. Moi, j'avais un troupeau de moutons. Il y en a 120 de morts. Et je sais pas, ça va de plus en plus mal. Et alors, la personne en question qui dit, j'ai été avec lui plusieurs fois, en voiture. Il me dit, elle est là, elle n'y est jamais. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Oui. Mais disons que, si je peux me permettre, Paul. Oui. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Jacqueline qui a vécu un petit peu la même chose. Bon, déjà. J'ai entendu. Oui. Et je pense que en ce qui vous concerne, déjà, bon, cet homme, c'est un escroc, ça c'est clair. Vous vous en êtes rendu compte vous-même. Hein? Oui. Bon, donc on est d'accord là-dessus. C'est un homme qui est absolument malhonnête. Oui. D'une part. Oui. D'autre part, je suis persuadé, mais alors je suis prêt à parier ce que vous voulez, qu'il n'a pas le moindre début du commencement de quoi que ce soit, de pouvoir, de psy, de don, de tout ce que vous voulez. Je suis d'accord avec vous. Sauf celui de savoir exploiter la faiblesse des gens, et c'est ce qu'il a fait avec vous. Donc,
je pense que cette histoire vous a profondément blessé, parce que d'abord je tiens à vous remercier d'en parler à l'antenne, parce que c'est pas évident. Non, mais il faut dire la vérité. Oui, ben j'entends bien, mais pour vous, ça va pas être évident de dire, bah voilà, je me suis fait quand même avoir de 5 000 €, ce qui est quand même difficile. Mais bon, vous vous en êtes rendu compte, et c'est tant mieux, ça va vous permettre de sortir de là. Donc ce monsieur n'a pas l'once d'un pouvoir, et je pense que là actuellement, moralement, vous êtes affaibli, parce que vous étiez déjà faible, sinon vous vous auriez pas tourné vers ce genre d'individu. Et vous voyez finalement tout en gris, tout en noir. Et c'est à ce moment-là, vous savez, c'est comme on dit pour les grands sportifs, quand ils vont pas, ben c'est la spirale qui va vers le bas, et puis tout commence, si je puis me permettre cette expression triviale, tout commence à partir en vrille, à merder, et puis rien ne va quoi finalement. Donc ce qu'il faut, c'est que que vous voyez les choses avec, enfin, c'est difficile ce que je veux dire à faire, mais essayez de voir le bon côté des choses, reprendre goût à la vie, et vous allez voir que la spirale va s'inverser et elle va repartir vers le haut. Mais que ce monsieur n'a absolument rien à voir avec ce qui vous arrive actuellement. Ah non, parce qu'il fait la voyance en jetant des œufs dans un cours d'eau. Oui. Il jette les œufs, et il dit hop, tout est parti. Eh oui. Je ne crois pas du tout. Ah bah non. Ça, parce que c'est pas bête quand même. Ouais. Mais je voudrais quand même que ça soit un peu, comment dire ça, que ça se sache un peu quand même. Oui. Eh ben déjà, grâce à votre témoignage, des gens vont se méfier de ce genre d'individus, déjà, qui vont leur promettre de faire tout un tas de choses irréalisables, d'abord. Et puis, deuxièmement, vous avez porté plainte et vous avez très bien fait, parce qu'il faut que ce genre d'acte soit puni et sévèrement puni. Là, vous avez raison. Oui, parce que je suis en invalidité à 80% en plus. Bien sûr. Et alors, il a profité. Évidemment. Et tout va aller bien, et il n'y a rien qui va. Oui. Et 5 000 € de partie. Oui. Et moi, je suis en invalidité, je touche 240 € par mois. C'est beaucoup, Oui. Alors, je suis, comme on dit, dans la merde. Et la personne en question, je ne la vois pas du tout. Évidemment. Je ne la vois pas du tout. Alors, maintenant, c'est passé un peu. Ça me fait du bien de parler. Bien sûr. Mais j'ai passé quelques mois et j'ai été presque paralysé des mains et tout. À cause de ces bêtises. Ben oui, j'imagine. Et je conseille à tout le monde de ne pas y aller. Parce que voyant, il est comme moi. Oui, ou comme moi. Et comme le chien. Le chien que j'ai ici, il est plus voyant que lui. Non, vous savez, monsieur, je lui ai dit en face. À lui. Je suis d'origine basque. Alors, j'ai autre chose que l'eau sous la main. Bon. Merci, Paul. C'est méchant, ça, quand même. Ouais. Merci, Paul, en tout cas, pour votre témoignage. Merci d'avoir eu le courage de raconter ça, parce que c'est tout sauf évident à dire. Et j'espère que votre témoignage aura au moins éclairé ceux et celles qui nous écoutent pour leur éviter de tomber dans ce genre de piège. Une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Pierre Massias et Renaud Évrard, parce que Mireille nous a envoyé un SMS qui pose une question intéressante. Ce n'est plus de l'escroquerie à la voyance, mais là on repart dans le domaine de la voyance tout court. Restez avec nous, vous pouvez continuer à nous appeler au 0826 300 300. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et peut-être un retour sur Pierre Massias, ce que Paul nous a raconté. Vous vouliez rajouter un mot. Renaud Évrard aussi, peut-être, vouliez-vous avoir un commentaire sur cette expérience douloureuse que Paul a vécue et qu'il nous a raconté. Oui, c'est vrai que moi, ça me fait beaucoup de peine, et je pense vraiment qu'il faudrait créer des institutions qui puissent vraiment réguler ou indemniser les personnes qui se font arnaquer comme ça, le temps du moins que la plainte aboutisse et qu'on retrouve vraiment, que la justice fasse son travail, quoi. Parce qu'il est évident que même s'il a porté plainte, Paul a peu de chances de revoir un jour son argent, ou s'il le revoit, ce sera dans plusieurs années. Oui, puis apparemment c'était une sorte de marabouts africains qui sont assez interchangeables et assez volatiles. Enfin, j'ai beaucoup de récits comme ça de
ils sont assez difficiles à attraper en général. Oui. Je crois. Pierre Massias. Oui, je voulais aussi faire cette remarque que marabout, ça avait l'air d'un marabout africain, rien à voir avec le voyant. Mais effectivement, c'est le genre de récit qui est révoltant et à travers lequel les gens perdent confiance en eux. Il y a quelque chose qu'il faut dire, qu'il faut redire à tout le monde, qui se fait à toute personne qui se fait escroquer de cette manière-là par un praticien du paranormal, c'est d'aller porter plainte. Il faut. Là, je me demande en fait, Paul a porté plainte. Quelle a été la suite donnée par les policiers ou par la gendarmerie? Quelles suites sont possibles? Est-ce qu'il y a des organismes qui puissent regrouper plusieurs plaintes? Et puis d'ailleurs, pourquoi dans ce cas-là avoir besoin de 300 personnes qui ont été escroquées? Une personne escroquée suffit pour que son dossier soit traité au plus vite, surtout dans des cas comme celui de Paul, qu'on attrape ce marabout, qu'on le mette hors d'état de nuire. Mais ça ne peut passer que par la volonté des gens à aller porter plainte. Tout le monde peut faire des erreurs. On peut se sentir ridicule dans ces cas-là quand on se fait avoir, mais il n'y a pas à se sentir ridicule. Il n'y a aucun ridicule à s'être fait avoir de cette manière-là. Il faut absolument reprendre le dessus et se retourner contre ces gens-là, aller porter plainte, aller jusqu'au bout. Ouais. Dernière question, messieurs Renaud Évrard, Pierre Massias. Je vous demande une réponse. Il est 23h51, donc on a une petite 5 minutes, me dit Mathieu. Bon, 5 minutes. Pour répondre à cette question, Mireille qui nous demande si l'écriture automatique, est-ce que c'est de la voyance ou pas? Renaud Évrard. Alors l'écriture automatique, c'est une pratique déjà très ancienne qui permet chez certaines personnes de provoquer justement des actes de voyance, de choses comme ça. Donc ça reste une sorte de mancie en fait, comme regarder dans une boule de cristal, faire des tarots. Expliquez ce qu'une mancie. Une mancie, c'est une pratique divinatoire en fait, un art divinatoire avec un support différent. Donc je citais la boule de cristal et on a énormément. Les tarots, les choses comme ça. Et donc l'écriture automatique peut être utilisée dans ce sens-là. C'était surtout utilisé à l'époque du spiritisme, où on pensait que l'esprit possédait un corps et justement déformait l'écriture, écrivait lui-même par le moyen de l'écriture automatique. Ensuite, ça a été repris par les surréalistes. C'est quand même quelque chose qui a une grosse tradition aussi culturelle, en France en particulier. Et donc, ce n'est pas de la voyance, mais c'est une mancie, c'est une chose qui peut être utilisée par certains voyants. Oui. Pierre Massias. Je crois que Renaud... Code Miguel. Pareil comme Renaud. Voilà, il a très bien décrit le procédé. Je crois même que l'écriture automatique a été utilisée à une époque par des psychologues. C'est d'ailleurs pourquoi le procédé ne serait pas tellement apprécié du côté des psychologues. Ouais. Mais dites-moi, Renaud Évrard, ce procédé d'écriture automatique est quand même assez surprenant parce que il y a, comment dirais-je, un lâcher prise, pour reprendre une expression qui est utilisée assez couramment actuellement. C'est-à-dire, il faut quand même avoir c'est impressionnant de se dire que son bras ne nous appartient plus, qu'on n'en est plus maître, parce que c'est ça qui arrive finalement. Oui, d'une certaine façon, il y a une dissociation de la conscience qui fait que deux flux psychiques différents vont avoir lieu. Un flux qui ne se rend pas compte du mouvement du bras et un flux qui va pouvoir écrire des choses comme ça, dissociées. Et c'est quelque chose qui a été très étudié, par exemple à Hans Bender en Allemagne, qui a fait sa thèse là-dessus. Et c'est vraiment en France, on connaît ça par Pierre Janet, qui a beaucoup étudié ça dans l'automatisme psychologique, en fait, les différentes formes de dissociation de la pensée, par le moyen de l'écriture automatique, mais par d'autres moyens également, en hypnose par exemple, et qui permettent justement d'expression de la pensée sous diverses formes, et on se rend compte, c'est une sorte de subconscience, c'est-à-dire
un prémisse de l'inconscient, un inconscient effectif en fait. C'est quelque chose d'assez intéressant au niveau psychologique. Oui, mais ce qui veut dire que la personne, elle est en transe pour pouvoir faire de l'écriture automatique, ou elle peut regarder ce qu'elle écrit comme étant presque un témoin extérieur de ce que sa main écrit. Alors parfois, il y a des personnes qui sont vraiment dans une transe très profonde. On voit ça par exemple chez les artistes médiumniques. Oui. Je pense à Gasparetto en particulier, le brésilien. Mais il y a des transes très légères et il y a des gens qui font ça d'une façon très naturelle. Puis on peut le faire nous-mêmes d'une façon très bête. On est un peu distrait, on dessine des choses, on écrit des choses et on se rend pas compte forcément qu'on a... Moi, ça m'arrive souvent quand je suis en cours et d'une façon distraite. J'écris ce que le prof a dit ou je reformule ce que le prof a dit sans forcément avoir pleinement conscience de ça. Ça implique pas forcément une transe ou un état provoqué, mais c'est quelque chose qui est finalement très naturel. Et est-ce que les messages obtenus sont vraiment lisibles, ou il y a toute une série de lignes, de signes incompréhensibles et puis un mot au milieu, etc. Ou est-ce que c'est comme une lettre vraiment bien rédigée? Bon, on a toutes les variantes. C'est vrai que parfois même des personnes vont écrire dans des langues étrangères. Alors donc là, ça devient très très. Ah là, c'est intéressant, oui, pour le coup. Oui. Mais en même temps, oui, parfois c'est très lisible. Il y a des personnes qui sont très très douées là-dedans pour avoir une écriture tout à fait lisible. Ou même, on connaît aussi ce phénomène d'écriture pour des partitions de musique. Donc c'est quelque chose qui vient comme ça. Donc là, faut que ce soit lisible d'une certaine façon. Mais aussi des cas très célèbres dans les premiers temps de la recherche en sciences psychiques, d'écriture de poèmes en langue très ancienne, des tonnes de vers en un temps record, des événements complètement incroyables, et donc ça peut produire des performances vraiment artistiques d'une très grande richesse, une très grande qualité en fait. Bon, donc là vous me donnez envie de consacrer une émission à ce thème, parce que ça a l'air d'être passionnant et ça a l'air d'être... Il y a vraiment des choses très intéressantes de ce côté-là à fouiller. Bon, très bien, c'est noté. On va prendre date, Renaud. Merci beaucoup, en tout cas, Renaud Évrard. Merci à vous. Merci. Ça fait toujours plaisir. Eh bien, écoutez, on vous réinvitera évidemment lors d'une prochaine émission consacrée au témoignage, ou une émission qu'on va se mettre à préparer avec Pierre Massias sur l'écriture automatique, parce que ça a l'air d'être un sujet tout à fait passionnant. Bonne soirée, Renaud Évrard. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Pierre, on se retrouvera la semaine prochaine, bien entendu, mais merci d'avoir participé de vive voix à cette émission. Et je rappelle le site internet dont tu t'occupes, c'est psiland.org. psiland.org. Voilà, merci. Merci, à bientôt. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute des programmes de rediffusion, des émissions de Sud Radio. Je vous retrouverai samedi et dimanche prochain. Alors samedi prochain, on a largement entamé le dossier, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Nous parlerons de l'escroquerie à la voyance. Et puis dimanche prochain, nous irons sur une île mythique très loin. Nous parlerons des mystères de l'île de Pâques. En quoi consistent ces statues? Quelle est la civilisation qui a dressé ces statues, et pourquoi surtout, et que sont-elles devenues ces statues? Que deviennent-elles et qu'est devenue cette civilisation qui est malheureusement en train de péricliter tout doucement? Nous en parlerons avec nos invités. Merci à Mathieu qui a réalisé cette émission, Morad qui était au standard, Pierre Massias qui m'a aidé à la construire, bien entendu. Et puis je vous rappelle les différents moyens pour nous joindre tout au long de la semaine. Le répondeur des aventuriers de l'étrange, 0826 300 300, 24h
sur 24. 0826 300 300 par mail également. Étrange au singulier étrange@sudradio.fr étrange@sudradio.fr ou encore, si vous le désirez, par SMS, vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre commentaire ou vous nous envoyez votre numéro de téléphone pour que l'on vous rappelle pour un témoignage au 71 200. Bonne nuit, bonne semaine avec nous sur Sud Radio et à samedi prochain.